Et si votre job étudiant était d'être mangaka? Compliqué, me direz-vous. Et pourtant, c'est bien le cas de notre invité du jour, Barnab. Connu d'abord pour ses TikTok, c'est armé d'une communauté qu'il se lance dans la BD, d'abord en auto-édition, puis plus tard dans le manga chez Silenium Création. Se pose alors la question de l'impact de l'influence sur le succès d'un mangaka, et c'est à cette question que nous essayons de répondre avec ce 16e chapitre de Pain sur la planche. Bonjour Maramé. Bonjour. Comment tu vas? Non, ça va très bien. Ça va être très long, ça va être très long. Non, ça va. Non, pour le coup, ça va très bien. Ça va très bien, souvent. Ok, super. T'es arrivé ce matin de Stuttgart. De Stuttgart. En tu as Allemagne. bien bonne prononciation, Stuttgart, oui. Ouais. Oui, je suis arrivé parce que je suis en Erasmus en ce moment là-bas. Et c'est un peu un des axes que je voudrais aborder au cours du podcast avec toi. Le fait que tu sois étudiant et mangaka. Oui. Je pense que ça peut en inspirer plus d'un. Mais avant tout, qui es-tu, Barnabé? Et je me pose la question tous les matins devant le miroir. Et là, je suis globalement un auteur de manga français, un étudiant et aussi, oui, un TikToker, plus ou moins encore en activité. Un influenceur qui influence encore plus ou moins. J'influence moins qu'à une époque. L'influence, c'est plus tant que c'est d'actualité, mais après, voilà, l'influence peut revenir. C'est un peu comme les saisons, ça va, ça revient. Donc voilà qui je suis, je pense. Okay. Mon manga s'appelle NJ Taxi. Voilà, c'est acheté. Ça. Donc c'est aussi l'intérêt de ta présence ici, c'est que t'es un mangaka. Oui. Avant. Donc moi, je me considère comme mangaka avant créateur de contenu. Ok. Parce que j'ai toujours voulu être auteur. Pas forcément que de manga d'ailleurs, de bande dessinée globalement. Donc que ce soit webtoon, BD, franco-belge, comics, manga, tu vois. Il se trouve que c'est un manga qui a trouvé un éditeur en premier, mais voilà. Et en fait, c'est un peu random le fait que je sois devenu créateur de contenu. C'était parce que je me faisais chier pendant le confinement. Évidemment. Mais à ce moment-là, tu vois, même pour te dire, je crois que quand j'ai trouvé le premier TikTok, je taffais sur un dossier d'édition pour une BD qui n'a jamais abouti. Et donc non, donc moi je me considère plus comme ça. Après, je sais que les gens me considèrent plus comme un influenceur parce que c'est comme là que j'ai eu la plus grosse communauté, etc. Donc je peux pas en vouloir, mais moi je me considère plus comme un. Plus comme un auteur de BD. De toute façon, de ce que tu me disais, tu dessines depuis longtemps. Ouais, depuis que je suis tout petit. Maintenant, ça a une part encore plus importante dans le sens où forcément t'es mangaka, mais t'es aussi étudiant et tu es étudiant en design graphique, un peu de dessin aussi. Enfin même non, moi j'oriente pas mal mes trucs sur le dessin parce que tu choisis un peu forcément ta réponse à la demande. Enfin bref, on va pas résumer tous les cours de design non plus. Mais donc oui, il y a du dessin. Ouais, c'est utile dans pas mal de trucs. Ok, t'es étudiant. Et est-ce que à l'origine, donc tes premières BD, etc., ça remonte au collège, lycée? Non, ma première BD c'était remonté au primaire. Ah ouais? Ouais, ça avait aucune gueule, hein. Ça avait aucune gueule. Parce que j'avais 8 piges, mais tu t'en doutes bien. Mais ouais, dans les premières BD que j'écrivais, c'était je me souviens très bien. Je me souviens que j'étais parti dans un délire quand j'étais. Je sais pas pourquoi ça restait. Une BD que j'avais acheté un espèce de carnet à croquis à spirale. Et pour moi c'était bon, tu vois, je faisais un carnet dans un format qui n'a rien à voir, quoi. Mais je me faisais mes cases sans règles dedans, et pour moi c'est bon, ça y est, c'était une BD, tu vois. Et ça s'appelait Bzz, et ça racontait l'histoire de mouches d'insectes qui se battaient avec des marteaux et des trucs comme ça. C'est cool. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que ma mère et mon père auraient dû s'inquiéter pour ma santé mentale à ce moment-là, mais bon, finalement, je m'en suis bien sorti. Et pourtant, ils ont quand même accepté que tu ailles en école de design. Ouais, alors attention. Partir en école d'art, ça a été un gros débat. Ils voulaient pas trop au début. Hein. Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu peux en parler? Ouais, carrément. Au début, moi, en fait, justement, ils voulaient que j'ai un. Alors. Il faut savoir que moi j'étais, alors précoce c'est pas le mot, mais j'avais des facilités de ouf quand j'étais petit à l'école. Ça veut pas dire que je suis plus intelligent, je pense que juste avant de se stabiliser à je sais pas quel âge, peut-être 15-16 ans, on évolue tous à des vitesses un peu différentes, quoi. Du coup j'ai sauté une classe et j'avais des facilités notamment en maths, j'étais très bon en maths. Du coup mon père notamment, le fameux daron, était très très pour que j'aille devenir ingénieur, etc. Maths P et tout le tout team. Dieu sait que je n'aurais pas pu survivre à Maths P, je suis pas du tout un gros bosseur. Enfin, en tout cas, pas pour ce genre de choses. Mais du coup, je vais quand même avoir un vrai diplôme, entre guillemets, ou un diplôme plus sûr, tu vois, avant de partir dans autre chose. Du coup, j'ai fait un DUT informatique que j'ai obtenu avec la moyenne de 10,1. C'est-à-dire que je l'ai eu, mais fin de l'histoire. Donc DUT, pour ceux qui ne savent pas, formation en 2 ans. Formation en 2 ans, diplôme universitaire technologique, voilà. Dans la pratique, souvent. Beaucoup de pratique. Beaucoup de TP, très pratique. C'était sympa en vrai. Moi, juste l'informatique, je me suis rendu compte que c'était pas trop un truc pour moi. Mais je me suis fait plein de potes qui sont encore mes potes aujourd'hui. Là-bas, j'ai passé 2 très bonnes années. C'était à Lannion en Bretagne. Côte de Granit Rose représente la Bretagne. C'était top. Et est-ce que t'étais parti là-dedans parce que t'avais aussi un petit côté geek et tout? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Informatique, je me suis dit, en gros, parce que mon plan, c'était de faire des études d'animation 3D après.
parce que je me suis dit, alors ça va être très 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 présomptueux ce que je veux dire, mais je m'étais dit dans ma tête, tu peux devenir auteur de manga, de BD, de trucs comme ça sans avoir besoin de faire d'études pour. Alors c'est mieux bien sûr, etc., mais tu peux réussir à le devenir. Tu pourras jamais devenir animateur 3D si tu fais pas d'études pour ça. C'est vrai. C'est beaucoup plus compliqué en tout cas. Et l'animation 3D, t'as quand même un salaire à la fin qui est plus sûr. Tu n'auras pas riche, mais c'est plus sécure déjà que Bien sûr. la BD ou le manga qui n'est absolument pas. Du coup, c'était mon plan et je me suis dit, mais l'informatique, t'as du code, etc. Donc ça se rapprochera un peu. Et effectivement, d'ailleurs, il y a un peu de. Il y a des trucs un peu en commun. Pas littéralement les mêmes choses, mais dans les deux. Enfin, tu peux retrouver des passerelles. Enfin, en tout cas, ton. Comment dire, moi, je Le système de pensée, le système Exactement, de logique. exactement. Du coup, tu perds pas de temps, même si tu. N'ayez pas peur, là pour le coup, vrai message, n'ayez pas peur de vous tromper dans vos études, ça vous servira forcément à quelque chose. Ce que vous ferez, peu importe ce que c'est. Donc, ouais, début d'informatique, je l'ai eu. Ensuite, je suis parti en animation 3D. Et finalement, ça ne m'a pas plu non plus, grosse déception. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte au plus. Donc, j'ai Ça, raté c'était en la quelle troisième année. C'était, alors, 2017, quand j'avais 17 ans, du coup, parce que je suis né en 2000, donc comme ça, c'est facile. Je suis parti en début d'informatique jusqu'en 2019. Ok, C'était très cool. J'ai même pu faire un stage de 3 mois au Vietnam à la fin, ça, c'était top. incroyable. Hanoï Hanoï, ouais. T'es déjà allé là-bas? Non. Il faut. C'est Ok. génial, c'est Bah, absolument magnifique. À la fin de l'interview. Ouais, vas-y, fonce. Les bières sont pas chères, on parlait de bière avant là. Ouais, c'est vrai. Ouais, 1€ la pinte. C'est vrai. Ouais. C'est des bonnes bières. Ça va, ouais. L'abus d'alcool est dangereux pour la L'abus santé. d'alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération. Ouais, là, pour Mais les si vous devez étudiants. boire une bonne bière, oui, à 1€ à Hanoï, ça se fait quoi. Ok, très bien. Après, du coup, 2019, je pars en animation 3D et j'ai arrêté début 2021, donc au bout de la troisième année, enfin au milieu de la troisième année, parce que je me rendais compte que ça me plaisait plus. Et aussi parce que, justement, on en revient au manga, c'était en fait le moment où je commençais à me rendre compte que ça me plaisait plus et que ça demandait énormément de temps de travail, vraiment, l'animation 3D. Pour raconter une faible portion de l'histoire ou d'investissement. Genre, tu veux dire, ça prenait du temps de faire de l'animation 3D de manière générale. Ah non, les études, les de- études, l'école où j'étais, les SMAC, qui est une très bonne école, hein, nonobstant, ça demandait vraiment beaucoup de taf, quoi. C'est ça que je veux dire. Et en fait, c'est arrivé à peu près au même moment où je commençais à avoir des doutes que le dossier d'édition pour NJ Taxi a été accepté. Et je me suis dit, tu pourras jamais faire les deux en même temps. Il y en a un truc qui te fait chier, arrête. Et l'année prochaine, tu reprends des études qui te plairont peut-être plus et qui surtout donneront moins de temps. Et du coup, je suis parti en design graphique parce que pareil, c'est quand même plutôt sécure. Et c'était pour un diplôme en 3 ans. Ils m'ont fait sauter la prépa d'art appliqué parce que du coup, j'en avais déjà fait une avant. Et du coup, j'ai pu directement accéder en deuxième année là. Et au final, en fait, d'ailleurs, je m'éclate. J'adore ça. Je savais pas, mais j'adore ça. Du coup, le plan, c'est d'être à moitié designer, peut-être en freelance dans une agence et de l'autre côté, quand même, faire mes mangas. Créer tes histoires. Ouais. Exactement, voilà. Oui, parce que ça, c'est pas mal que tu aies pu sauter cette première année parce que l'air de rien, t'es quand même déjà à 5 ans d'études et du coup, c'est ma 6ème année d'études là, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vas repartir à zéro après. Ah ouais, non, ans, ça aurait été compliqué. Donc là, c'est bien. Deuxième année, il te reste plus qu'une année après celle-ci. Ouais, ou potentiellement, je peux continuer après jusqu'à un master, bien évidemment. En alternance en plus, donc ça peut être un truc à voir. Ça peut être un. Mais il faudra voir mon état de fatigue et les opportunités pour c'est ça. Parce qu'à côté de ça, tu parles de ton dossier d'édition qui a été accepté en 2021, mais survient encore un petit peu plus avant, tu l'as mentionné. On revient en 2020. Ouais. J'ai même une date en mai 2020 où tu commences à dire « et les fans d'animé ». Mai 2020, c'est quand je commence à dire les fans d'animé, exactement. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Du coup, tu commences sur TikTok. Oui. Pendant le confinement. Fin du confinement, je crois. Fin du confinement, ok. Fin du confinement. Ah, je sais pas. Non, en fait, au début, j'ai téléchargé TikTok juste avant le premier confinement. Parce qu'avec un pote à moi, ça va être pas forcément très intéressant et très compliqué, pas grand chose, mais allons-y. Avec un pote à moi avec qui on faisait des Vines quand on était petit, des Vines qui n'avaient aucune popularité, mais on en faisait. Il m'a dit, mais regarde, on peut un peu faire comme Vine et tout. Du coup, on avait téléchargé, je faisais vraiment des vidéos à la con. Je crois même que le premier pseudo, c'était Barnabé le rigolo. Autant vous dire que ça y va, ça y va. Bah ouais, mais à l'époque, si tu veux, tu fais 200 vues, tu t'en bats un peu les couilles, quoi. T'es pas là. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, non, parle de tes dessins, de tes machins. Donc au début, c'était vraiment que du dessin. Et un jour, je tombe sur une vidéo d'une meuf qui dit qu'il faut pas dire Attaque Titan, mais qu'il faut dire Shingeki no Kyojin. Et du coup, vu qu'elle m'a énervé, cette grosse conne, en toute bien, tout honneur, hein, encore une fois, j'ai dit putain, mais elle est fan d'animé, arrêtez de vous prendre pour des machins. Et c'est là que c'est parti parce que ça a plu aux gens le fait de me voir énervé en train de dire des fans d'animé. Okay. Et vu qu'avoir une phrase en début comme ça permet aux gens de dire, vu que tu scrolles vite, du coup tu repères direct le machin et les fans d'animé. Ça crée ton identité. Exactement, et tout est parti de là. Ok. Voilà. Parce que tu avais ça au début, après tu faisais aussi des dessins où typiquement tu dessinais ta main en train de dessiner, ça ouais, partait de la ça photo. C'était les premiers petits trucs que je tentais, être un peu créatif et tout, machin, mais ouais. Ce qui a vraiment démarqué, c'est et les fans d'animé. Ouais, mais même, en fait, même plus que ça, c'est là que je me suis dit que j'allais m'investir dedans, quoi. Avant, c'était plus, j'avais un compte TikTok et au jour le jour, on voyait ce qu'on faisait. Oui, je suis un peu un créatif, donc créer des petits trucs, que ce soit des blagues ou des vidéos un peu stylées,
toute façon, on en revient à bzz. Enfin, c'est comme ça que, genre depuis le début, t'aimes bien créer un peu. Ouais, tu c'est dis ça. que tu faisais des vines. Tu vois, il y a un peu une continuité dans le fait que tu faisais des BD étant petit, tu fais du manga maintenant. Tu faisais des vines il y a longtemps, Ouais. maintenant tu fais des TikTok. Enfin, il y a quand même cet aspect créatif qui revient et qui est récurrent. Donc C'est ça. ça fait partie de ce que t'aimes faire, C'est quoi. ça. Et avec le Elephant d'animé, il y a eu plein de gens qui sont arrivés, du coup, je me dis, ah, c'est cool. Et en fait, le lendemain, vraiment, c'est juste le lendemain, j'ai réessayé, je dis, bah attends, on va relire Elephant d'animé, et pareil, ça a marché, j'ai fait, bon, bah ok, c'est parti. J'avais trouvé ton modèle. Exactement. Et maintenant, là, c'est 500 000 personnes sur TikTok. Non, pas 500 000, c'est 400, je sais pas, parce que j'en perds. Ça a été 444 000 au maximum, je crois, là, on a 432 000. Mais parce que, à un moment Parce donné, que t'es moins actif maintenant. je suis moins actif, puis j'avais même dit que j'arrêtais totalement à un moment donné, donc là, il y avait plein de gens qui étaient partis, et TikTok aime pas ça en plus. Du coup, l'algorithme TikTok, il est pas gentil avec moi. Quand je suis revenu au début, il était gentil et je me suis fait bannir une vidéo pour une raison à la con encore une fois. C'était une vidéo où je faisais une blague de cul, je crois, mais un peu beauf, mais pas rien d'explicite. Enfin, quand tu vois ce qu'il y a sur la plateforme, tu peux faire une blague un peu beauf, quoi. Enfin bref, apparemment non. Et du coup, là, depuis, il met plus du tout en avant. Enfin bref, ça, moi, ça a été une longue relation toxique avec TikTok. Parce que du coup, j'ai eu pas mal de vidéos qui se sont fait ban pour des raisons à la con comme ça. Parce que mon humour était un peu beau, faut monter là-dessus avec les crushs, machin, Gojo, toute l'histoire là-dessus, tout tournait un peu autour de ça. Et en fait, c'est terrible parce que tu fais une blague qui est marrante, la vidéo marche bien, mais elle se fait bannir et après, du coup, pendant 2 semaines, t'es baisé, tu peux rien faire. Ouais, Shadowban, plus ou moins. Pour Shadowman, pour ceux qui savent pas, en gros, ça veut dire que ton contenu il existe, mais il est plus du tout mis en avant et il est presque masqué aux autres. Ouais. Il y a même des fois où quand tu tapais, je me souviens très bien pour vérifier si t'es Shadowban, je sais pas si c'est le cas en ce moment, je prenais mon deuxième compte et je tapais dans la barre de recherche Barnab, si tu veux, et je trouvais pas mon compte, fallait que j'appuie sur le bouton rechercher que j'ai dans l'utilisateur pour me trouver, tu vois. Tu vois, c'est des trucs, du coup, c'est un peu la galère. Ça, c'est pour ça aussi que je suis moins actif parce que c'était trop de calculs pour rien. Et j'étais pas encore arrivé à un niveau de notoriété suffisant pour que je m'en batte les couilles de ça va marcher, machin, etc. Tu vois. Parce qu'en plus, faut mettre les chiffres, mais 440 000 sur TikTok, c'est pas 440 000 sur YouTube. C'est sûr. Après, moi, l'attachement est différent. C'est différent, mais après, je considère quand même que j'avais réussi à créer une commu. À créer une vraie commu qui était impliquée. Moi et Trombone, on avait vraiment un truc tous les deux là où les gens nous suivaient vraiment nous. Pour le coup, on avait pas mal de gens qui nous suivaient aussi sur nos comptes Instagram, etc. Sur Twitch aussi à une époque. Donc ça va, tu vois, la communauté, on avait réussi à faire des transferts un peu. Mais parce que je pense qu'aussi parce qu'on parlait de manière de sujets un peu plus de niche, on était vraiment concentré sur les mangas. Du coup, c'était pas de l'humour général pour suivre toutes les trends de TikTok, etc. Du coup, c'était un peu différent. Et là-dessus, et d'ailleurs, ça se voyait en convention. Moi, j'étais grave surpris la première fois qu'on allait en convention. À Art2Play, on a vu il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont venues nous voir sur 2 jours. Et moi, je m'y attendais pas du tout, quoi. Ah ouais. Et qui étaient des réactions complètement débiles. Enfin, débiles, je sais pas, mais qui étaient un peu, pour moi. Genre extravagante. Non, mais même pas pensables, quoi. Des personnes qui pleuraient en nous voyant et tout. Vraiment des trucs. Idolâtrés un peu. Un peu bizarre d'ailleurs. Parce que bon, j'ai juste fait des blagues de cul sur Gojo, quoi. Il y a peut-être pas encore de réponse. Vous avez clé du succès. Clé du succès, parler de cul et d'un personnage d'animé beau gosse, et puis voilà. Mais oui, ouais, donc non, je pense que oui, effectivement, c'est pas comme 450 000 abonnés sur YouTube, c'est un truc beaucoup plus compliqué à obtenir, en tout cas par soi-même, sans. Après, si tu fais des vidéos avec Squeezie et tout, c'est plus simple, mais. Ouais, bien sûr. Sur des gros featuring. Exactement, le fameux Fit and Fun. Mais donc, oui, non, effectivement, c'est pas pareil, mais ça restait quand même un truc. Et tu lances ton. Parce que donc au début que TikTok, ton Instagram, tu le lances à peu près au même moment? Non, il existait avant, je crois même. Ok. C'était mon Insta perso sur lequel je postais mes dessins et j'ai fait un transfert dessus après. Pareil, mais quand même avec une des abonnés aussi. De dessins, non? Ah ouais, à l'époque c'était que du dessin, maintenant je poste aussi un peu des photos de ma gueule. Là, moi je sais pas, ça dépend. Ça va, oui, ça va, quelques photos d'Erasmus qui font plaisir. Ouais, là j'ai des photos marrantes à poster donc je les mets. Mais les gens préfèrent, c'est terrible, hein, les gens préfèrent quand je mets des photos de ma gueule bourrée en soirée que quand je mets des photos de mes dessins. Donc bon, que veux-tu? On peut pas tout avoir. Ça, c'est un problème d'artiste. Hein. Ah merde. Non, en vrai, grave cool. Après, t'as aussi fait du YouTube à toute petite mesure. Cette vidéo. Dont on ne parlera pas. Tu parles du replay du live? Rien du tout. ok, on n'en parle pas. Non, je la supprime cette vidéo de merde là. Putain, pourquoi elle est encore là? C'est que. C'était un gage en fait. C'était un gage, je sais plus pourquoi. C'était un gage. Et du coup, je devais regarder Boku no Pico en live. La blague est plus drôle depuis 2011, quoi. Ouais. C'est terrifiant. Bah c'est pas grave, ça existe. Mais tu sais quoi? Tu sais c'est quoi le pire? Il y avait 600 viewers en moyenne sur le live. Sur ton Twitch? Sur mon Twitch, ouais. C'est pas mal. Ah bah c'est énorme. C'est pas mal en du gros, tout. En moyenne sur Twitch, je devais tourner à entre 100 et 200 viewers quand. Ce qui est déjà très honnête. C'est très cool, ouais.
Et live, et voilà, et ce live là il avait fait 600 viewers de moyenne, tu vois, parce que je regardais beaucoup de Pico. Donc tu vois, donc vous pouvez pas m'en vouloir parce que les gens ils demandaient ça, d'accord? Voilà, donc c'est pas ma faute, je peux pas être responsable. J'ai répondu à la demande, d'accord? Ok, trop fort. Et ça nous amène sur un sujet. Ah, beaucoup de Pico nous amènent sur un sujet, ça fait toujours plaisir. Non, j'allais plus du tout te dire la communauté. Ah, ok, d'accord. En rapport avec ce que tu fais aujourd'hui, Oui. ton manga. Du coup, avant ça, tu as fait une BD. Ouais, en auto-édition. En auto-édition. Donc, est-ce que la BD, tu as considéré ça, en auto-édition, qui s'appelle Par le vent, comme ta première vraie expérience, ou tu considères que le manga, c'est ta première vraie expérience? Non, je considère que la BD, c'est la première vraie expérience quand même. C'était super intéressant de faire le truc en auto-édition, de négocier soi-même avec les éditeurs et tout. C'était. Avec les éditeurs ou les imprimeurs, ouais. Pardon, excuse-moi. Ouais, j'ai pris un train à 6h ce matin, soyons indulgents. De Stuttgart. De Stuttgart, on rappelle, parce que je suis en Erasmus. Savez-vous que je suis étudiant en parallèle qui autour de nous. Allez, on reprend à zéro. Allez, on reprend à zéro. Bonjour. Putain, on disait quoi? Merde. Stuttgart, non, c'était pas le sujet. C'était pas le sujet du tout dans la communauté. La BD, auto-édition, oui, négocier avec les imprimeurs. Ouais, voilà, c'était super intéressant. Et en fait, si, quand même, parce que. La qualité de la BD est ce qu'elle est, tu vois. Vous pouvez toujours la lire en auto-édition, enfin en e-book sur Amazon, vous pouvez l'acheter pour. Ouais, vous pouvez l'acheter, je crois, pour 5 euros, un peu moins, je sais plus. Et du coup, là-dessus, vous pouvez la lire si ça vous intéresse et vous pouvez en penser ce que vous en pensez. Mais néanmoins, ça reste une histoire complète du début à la fin. La seule 55 pages complète, hein, vraiment, c'est la seule histoire qui est finie que j'ai jamais faite de ma vie, tu vois. Okay. Imprimé et tout, avec 200 exemplaires qui ont été vendus. Donc bon, même si c'est à petite échelle, je considère quand même déjà... En précommande sur Ulule. Ouais, voilà, ça a financé sur Ulule. Campagne Ulule un peu bancale, mais quand même qui allait jusqu'au bout. Donc on a 4000 balles quand même récupérées. 4000 balles, ce qui est très honnête. C'est très honnête, hein, pour une petite campagne comme ça. Et d'ailleurs... Surtout que ça s'éloignait beaucoup, d'ailleurs, cette BD-là s'éloignait énormément de l'univers que j'avais sur TikTok. TikTok, c'était vraiment des blagues et des blagues un peu beaufs, etc., marrantes autour des mangas. Et là, on part sur une BD très sombre qui parle de crise existentielle, machin et tout, avec un style graphique qui s'éloigne énormément du manga. Donc, ouais, pour le coup, je suis vraiment content que les gens ont quand même réussi à suivre ce truc. Et c'est ta commu qui est venue sur supporter ce Ulule, ou tu sais que si t'as touché d'autres personnes? Je crois que j'ai touché quelques autres personnes. Il y a des gens, je pense, qui sont fans de BD en auto-édition, etc., et qui suivent vraiment ce qui sort sur Ulule. Donc, ça, je sais que j'en ai eu quelques-uns. Mais globalement, oui, non, c'est surtout ma commu qui est venue. Oui, okay. Ça, oui, pour le coup, oui. Et tu vois, dans un épisode précédent, on avait eu Christophe Cointeau qui, avant de faire ses 2 mangas chez Glénat et préparer son 3e, il avait fait un manga en auto-édition. Oui, j'ai disais, ça. C'est comme ça que j'ai appris le métier. Est-ce que tu considères que toi, ça t'a aussi apporté Ouais, bien sûr, ça m'a appris des trucs. Genre, je savais même pas ce que c'était que les fonds perdus avant, tu vois. Qu'est-ce que c'est les fonds perdus? Quand on imprime une planche de BD ou de manga, ou même quand on imprime tout court d'ailleurs, on imprime plus gros que le format final et ensuite on redécoupe. Ouais. Ça, faut le penser en avance parce que si tu mets un texte du coup collé au Word, il va être découpé. Supprimé, ouais. Voilà, donc ça m'a appris des trucs comme ça. C'est là que j'ai un peu appris à utiliser InDesign. Ça m'a appris, ça m'a appris le métier, ça m'a appris à me donner aussi une rigueur parce que du coup, quand tu donnes une date de sortie, faut la respecter. Faut la respecter et je l'ai respectée d'ailleurs. Beaucoup de débrouillardises aussi. Ouais, c'est ça te force à être débrouillard. Je m'étais fait aider d'un pote qui lui était allé contacter les imprimeurs et tout. On est allé voir directement à l'imprimerie comment ça se passait, machin. Il y a eu des exemplaires tests. Je lui ai dit, ah ben non, il y a ce bug ici sur l'imprimerie, enfin sur cette impression là et tout. Ça t'apprend plein de trucs, tu découvres des choses, ouais. Et puis première dédicace aussi, donc c'est cool quand même de signer ton travail. Les 100 premières étaient dédicacées, ce qu'on précommandait. Bien sûr, oui. Il y avait eu 130 précommandes. Et après la première convention que j'avais fait, j'avais revendu tout le reste du coup. Et là, les gens prenaient des dédicaces dessus. Et c'était là, top. T'avais contacté la convention pour y aller? Non, c'est ça, c'est eux qui m'avaient invité en tant qu'influenceur du coup. C'était où? À Art to Play à Nantes. C'est toujours la même. Okay, ouais, Art to Play à Nantes, c'est la première du coup. Et c'est une super convention. C'est top, c'est génial. Okay. Art to Play pour les mangas, d'excellente convention. Ouais. Et du coup, j'avais demandé si je pouvais ramener mes BD, il m'a dit ouais, pas de souci, tant que les gens sont pas obligés de les acheter pour venir te voir, ce qui n'était pas le cas du coup. C'est ok. Du coup, j'avais juste mis une BD sur le petit stand qu'on avait et elles ont toutes été vendues. Trop bien. Ouais, il m'en restait, j'en avais gardé que 5 pour moi. Donc il m'en reste une je crois à la maison, les autres je les ai donnés à mes parents ou je sais plus. Et du coup c'était là tu signes vraiment, c'était le début de ça et donc ça c'était cool quoi. Okay. Tu devais être un peu plus imprenant d'un auteur quoi. Et pourquoi t'étais parti si tu sais que tu parlais de manga, tu parlais d'animé, que t'avais quand même cette culture fort présente, pourquoi t'es parti sur un format BD? Parce que j'avais envie. Okay.
Ouais, en fait, les gens pensent que. Enfin, me voient surtout. Enfin, ceux qui me connaissent, bien sûr. Me voient surtout sous le prisme des animés et du manga, bien évidemment. Parce que c'est de ça dont j'ai parlé principalement depuis que j'existe sur Internet. Mais en réalité, je suis autant passionné par la BD franco-belge que par les mangas, que par les comics. Ouais. Les mangas ont peut-être une part plus importante parce qu'il y a aussi les animés. Mais les comics, remarque, il y a aussi les jeux vidéo auxquels je joue énormément. Moi, je suis un énorme fan de la série des Batman Arkham. Enfin bref, mes inspirations sont. Et du coup, à ce moment-là, j'avais envie de faire une BD, quoi. Ok. Et puis, l'histoire que j'avais envie de raconter s'appliquait. Enfin, C'est une histoire plus courte. c'est une histoire qui était plus courte et qui se correspondait vachement, je trouve, aux thématiques qu'on aborde dans la BD franco-belge. Qui peuvent être des crises existentielles, un récit plus contemplatif, moins d'action, etc. Donc, je pense que ça se prêtait mieux et j'avais envie de faire ça. Et c'est un challenge aussi du coup parce qu'il fallait emmener ta communauté. Déjà qu'on sait qu'emmener sa communauté depuis TikTok vers autre part c'est compliqué, mais alors là il fallait en plus de ça les emmener vers quelque chose qui Et vers un achat. n'avait rien à voir, il y avait un achat et tout, et ça a quand même fonctionné. Donc j'étais grave content. Tu m'étonnes. T'en es fier encore aujourd'hui de cette BD ? De toute façon elle est pas si vieille, elle est de 2020. Elle est de 2021. 2021 ? Ouais. Elle est sortie, j'avais 20 ans encore. C'est cool de faire une première BD imprimée à 20 ans. C'est stylé. J'ai l'impression que t'es beaucoup dans l'action quand même. Ouais. Parce que t'aimes bien les créer et tout. Et tu vois, il y a une différence entre bien aimer vouloir faire les choses et les faire. Tu vois. Ouais. Je pense que c'est un piège, surtout quand t'es artiste, de tomber dans trop rester tout seul avec son histoire, tu vois. Ouais. Trop rester tout seul à réfléchir, à repenser à la chercher la chose, à perfection. chercher le truc. Ou non, même pas forcément, juste à l'imaginer, la conceptualiser, la visualiser, tu vois. Sans jamais réussir à le faire. Et parce que du coup, déjà, t'arriveras jamais au niveau de ce que tu voulais faire. Parce que t'as forcément trop d'attentes. Ça prend beaucoup de temps, du coup t'arriveras jamais au moment donné que tu voulais raconter. Enfin bref, c'est très compliqué. C'est beaucoup mieux de commencer directement à... Dès que vous avez une idée d'histoire, vraiment, moi je pense que la meilleure méthode pour commencer à conceptualiser une histoire, c'est un carnet de croquis. Et tu remplis des... Est-ce que j'en ai un avec moi ? On pourra mettre des images si tu veux à la fin. Ouais, j'en ai un. En gros, un carnet de croquis, tu notes les idées principales, tu fais des croquis des personnages, t'es directement en train de vraiment... Tu vois, poser sur le concrétiser papier, le truc, voilà. Et le plus vite possible de commencer à faire des planches, etc. Surtout si après l'idée c'est de trouver un éditeur, t'auras le droit de refaire des modifs entre ce que t'as fait pour dossier d'édition, etc. Et entre temps, le temps que ça t'a pris, tu vois, c'est tout con, mais le soir quand tu te couches pour aller dormir, moi je mets du temps à m'endormir, mais t'as la petite demi-heure, 3/4 d'heure où tu réfléchis, t'es avec toi-même. C'est dans ces moments-là aussi, ton histoire elle va prendre en maturité, etc. Elle va commencer à devenir plus cohérente, tu fais tous les liens et tout, donc commence direct à taffer, et de toute façon le temps que ça te prend, ton cerveau va faire le reste, je pense. Moi c'est pour ça, je pense qu'il faut, je suis plus dans l'idée de directement on y va, quoi. Et puis si ça rate, on passe à autre chose et on refait un truc, etc. Quoi. Donc tu crées, c'est un peu ça, ouais. Tu mets sur papier, faut que ça existe en fait. C'est un peu ça, exactement. Je suis pas je cherche pas à atteindre la perfection, je crois pas que ça existe. Je crois pas que ça existe. Moi, je crois pas qu'il y a... De toute façon, je crois pas que l'objectivité soit quelque chose. Je pense que tous les avis se valent. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il pense de n'importe quelle œuvre, le ressenti qu'il peut avoir là-dessus. Donc, chercher à atteindre la perfection, pour moi, c'est pas une connerie, mais c'est un peu un non-sens. Et en plus de ça, je cherche pas non plus à faire l'œuvre de ma vie. Tu vois, je veux pas te faire de One Piece et tout. Moi, c'est ce que je te disais avant l'interview. Moi, je veux raconter le plus d'histoires possible. J'ai plein d'histoires à raconter. J'espère avoir l'opportunité de raconter d'autres après NJ Taxi. Voilà, l'idée, c'est de raconter plein de trucs, quoi. Donc, faut que ça existe. Okay. Puis après, les gens, ils aimeront pas, ça suivra pas, ça marchera pas, tu vois, mais au moins faire en sorte que ça existe. D'ailleurs, t'as abordé deux thèmes sur lesquels on va pouvoir rebondir. Bien sûr, NJ Taxi, mais avant ça, t'as parlé de tes influences. C'est quoi, toi, qui t'influence dans, aujourd'hui, que ce soit ton style de narration, mais aussi dans ton dessin ? Ouais. Dans mon style de dessin, mais en fait, moi, c'est marrant parce que c'est drôle, je pense que quand on s'imagine un auteur, ses principales aspirations, on s'imagine les œuvres qu'il a lues quand il était petit, tu vois, genre typiquement Eiichiro Oda, Kishimoto, c'est des fans de Dragon Ball, machin, et ils utilisent Dragon Ball comme référence. Mais moi en fait en termes de référence, moi c'est les trucs que je lis en ce moment. Et je crois que, et je pense que ça se ressent un peu d'ailleurs dans le dessin, le manga qui m'inspire le plus au niveau du dessin, c'est Jujutsu Kaisen en fait. Okay. C'est un de mes mangas préférés du moment, et Jujutsu Kaisen et Sakamoto Days dans le découpage des combats, tu vois. Je sais pas si ça se ressent, mais je pense que c'est les deux qui m'inspirent le plus, et que quand j'ai les chapitres de Jujutsu de Sakamoto tous les dimanches, tu vois, sur Manga Plus, je suis putain, ok, vas-y, arrête de lire, mets-toi à dessiner, parce que vraiment ça me donne envie, quoi. Donc ouais, les inspirations, je pense que c'est les trucs que je lis en ce moment. Okay. Puis après, moi, voilà, mon manga préféré avec lequel j'ai pas avec qui j'ai commencé, mais qui a été mon premier gros énorme coup de cœur manga, c'était Hunter x Hunter. Bien sûr. Mais en vrai, je suis même pas si sûr que ça. À part dans le développement des personnages, peut-être, mais ça, du coup, on est plus en termes de scénario. Comment ça ?
Pareil, si tu peux. Ouais, non, mais en gros, je pense que c'est. J'essaie d'être dans ce genre de développement de personnages, dire des lieux communs là, mais donc de personnages beaucoup nuancés, etc. Pas de gentils, pas de méchants. Oui. Que chacun en fait a son intérêt. Chacun a son intérêt. Il y a des mecs qui sont moins cool que d'autres, etc. Mais quand même, globalement, le monde est. Ouais, une représentation vraiment cruelle et pas fun de ce que pourrait être le monde, etc. Et ça marche pour moi plus par rapport aux personnages, tu vois. L'Attaque des Titans est comme ça, mais aussi par rapport au personnage bien évidemment, mais c'est surtout l'univers qui crée cette ambiance là, je trouve. Et dans Hunter x Hunter, l'univers parfois il est fun, tu vois, il est beau et tout, et en fait c'est horrible et tu peux pas, parce que les personnages sont c'est dur quoi, tu vois. Typiquement Kurapika exactement, voilà, même avant, même dans l'Examen Hunter, tu vois, les fourmis chimères, enfin bref, tout est. Même quand on arrive à l'arc des élections, tu vois, le design des Zodiacs il est ultra fun, mais en réalité c'est des personnages tous qui défendent leurs intérêts, machin, etc. Et c'est pas. Politicien. Ouais, c'est ça. Et du coup, peut-être que là-dessus ça m'inspire un peu. Je pense IQ aussi sur le développement des personnages m'inspire beaucoup. Ok. Du coup, c'est un beau manga, j'aime beaucoup. C'est un de mes mangas préférés de tous les temps. Et après, dans un des trucs qui m'inspire le plus, et ça se voit peut-être moins si vous n'êtes pas moi, mais c'est ça concerne une majorité, je pense. Ouais, c'est ça. C'est les musiques que j'écoute. Je suis un énorme fan de musique. T'écoutes quoi? Un peu de tout. La pire réponse. J'écoute littéralement un peu de tout, mais alors, non, mais mon genre préféré c'est le rock. Okay. Énormément de rock. J'écoute pas mal d'électro aussi. Ok. De techno, mais en ce moment, non? Alors, ouais, en Allemagne bien sûr, mais non, mais même la techno, c'est j'écoute pas de la techno, de la hard techno, des trucs comme ça dans mes oreilles, ça c'est plus quand tu vas en club ou voilà, mais de la techno minimale, mélodique, des trucs à la je sais pas si tu connais NTO, French 79, des trucs comme ça. Non du tout, j'avoue, ma culture techno elle est un peu limitée. C'est excellent, mais c'est même plus vraiment de la techno d'ailleurs à ce niveau là, mais bref, ça genre de trucs j'aime beaucoup aussi. Ok. J'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup plein de trucs en fait, j'aime bien la musique classique aussi, notamment le piano, j'aime beaucoup Chopin, j'aime beaucoup Franz Liszt, pas facile à dire ce nom, c'est juste pour le challenge de le dire, ouais j'ai réussi à le dire, un bon point. J'aime beaucoup les l'indie aussi, j'aime bien le rap, j'aime beaucoup plein de trucs différents, tu vois, et tous les noms des personnages dans NJ Taxi en fait sont inspirés de noms de musique, tu vois. Et tu peux, pour ceux qui n'ont pas lu, pour donner un peu envie à ceux qui n'ont pas lu NJ Taxi. Il y a plein de trucs. Bon, déjà, NJ, c'est par rapport à NJ des Rolling Stones, ça je pense que c'était plutôt évident. Jude, le deuxième personnage principal, c'est par rapport à Hey Jude des Beatles. Ça me faisait kiffer d'avoir les deux personnages principaux, un par rapport aux Stones et un par rapport aux Beatles, parce que c'était les deux gros piliers du rock, etc. Et puis ils sont souvent mis en concurrence. Complètement. Voilà. Donc ça, je trouvais ça plutôt cool. Ensuite, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est une histoire d'organisation, NJ Taxi, un peu, je trouve. Les organisations sont super importantes dans l'histoire. C'est en gros, pour ceux qui n'ont pas lu. C'est ça, c'est une sorte de guerre triangulaire, quoi. En gros, c'est. Voilà, je vais pas faire le résumé de l'histoire, mais. Bon, en gros, dans un monde où une personne sur 10 000 a des pouvoirs liés à la manipulation de l'espace et du temps, on va suivre l'histoire de NJ. Elle a des pouvoirs, elle est capable de créer des portails qui permettent de traverser l'espace. Et un jour, elle va sauver Jude, qui est un jeune garçon qui a des pouvoirs temporels complètement. Surdimensionné. Ouais, complètement, là, beaucoup trop en fait. Et du coup, il est poursuivi par plein d'organisations qui veulent soit le capturer, soit le tuer. Et il y en a 3 surtout. Et du coup, bref, chacune, il y a la mafia, une secte et une agence gouvernementale. Et en fait, vous l'avez peut-être remarqué chez vous, ou peut-être pas, mais chaque organisation, en fait, tous les noms sont en référence à un genre musical. La secte, c'est le rock, côté rock and roll, etc. La secte du Nirvana, elle s'appelle. Ouais. Le leader de la secte s'appelle Angus Black. Excuse-moi, je tape dans le micro. Faut pas que ça fera des petits excusez-moi, je vais éviter. Angus Black, donc en référence à Angus Young, qui est donc le guitariste d'ACDC, et à Jack Black. Ok. Donc, j'avais pas fait tous les rapprochements, c'est cool. Oui. Ensuite, il y a Marilyn par rapport à Marilyn Manson. Il y a il y en a plein en fait. Jacqueline, typiquement le personnage de Jacqueline qui arrive à la fin du tome 2, et je sais pas si t'as déjà eu le temps de lire le tome 3 ou pas. J'ai lu le tome 3. Cool, t'as bien aimé? J'ai bien aimé le tome 3. Cool. Je trouve que typiquement, je trouve que le gros point fort de NJ Taxi, et ça se voit encore plus dans le tome 3, c'est la scénarisation des combats. Je trouve vraiment très fluide, et genre c'est pas des combats en mode toujours plus gros, toujours plus fort, mais c'est des combats un peu de stratégique, de pensée, de comprendre la faiblesse de l'autre pour le battre. L'idée, c'est que dans NJ Taxi, il n'y a pas de personnage qui est le plus fort. Il n'y a pas de Gojo Satoru.
Il n'y a pas de Sukuna. Il y a Il y en a quand même quelques-uns qui ont l'air un peu. Il y en a qui ont des pouvoirs complètement abusés, bien évidemment. Jude le premier. Mais en fait, en réalité, t'auras tout. Normalement, si j'ai bien fait mon taf, tu peux toujours trouver un personnage qui a un pouvoir qui pourra contrer quelqu'un. C'est ça. Parce que lui, la manière dont ça fonctionne fait que ça peut le baiser, tu vois. Ouais, je vois. Et typiquement, le combat qui se fait dans je crois que c'est dans l'agence gouvernementale. Aux archives, entre Audrey et Blake. Ouais, j'avais hâte de le faire sur la pub. Les gens aiment bien le personnage de Audrey aussi. Ouais. Donc ça, c'est cool. On pourra reparler genre après. De Black Widow, ouais, on pourra reparler après. Mais pour moi, c'est très important, les personnages féminins forts. Donc voilà. Je disais quoi? Revenir à la musique. Ouais, la musique. Paf. Oui, le personnage de Jacqueline qui arrive à la fin du tome 2. Et en fait, littéralement, j'ai eu l'idée de ce personnage. Je savais que je voulais un combat à cet endroit-là entre NJ et quelqu'un. Je savais pas trop comment. Et en fait, c'est la musique de Franz Ferdinand, qui est un excellent groupe qui fait la musique de l'ending de. Enfin, c'est une musique de Franz Ferdinand qui était, tu sais, pour l'ending de Cyberpunk Edge Runners. Ok, incroyable. Ouais, et je les ai vus en concert en novembre. Et oui. Instant flex. Et oui, merde, qu'est-ce que je disais? Du coup, oui, en fait, c'est cette musique-là qui m'a dit, mais en fait, ouais, j'ai un personnage qui s'appelle Jacqueline, parce que Jacqueline, c'est pas un nom stylé, mais c'est pas grave. Ça commence par Jacqueline was 17 et du coup elle a 17 ans et voilà, et je sais pas, et du coup en fait, même si c'est même pas par rapport aux paroles en réalité, hein, c'est juste la vibe que me donnait cette musique, je me dis ok, non mais c'est comme ça que va être ce personnage. C'est marrant. Et est-ce que, parce que je sais que bon là on a parlé de tes histoires, mais j'imagine que comme on disait, il y en a des dizaines, ouais. Est-ce que chacune de tes histoires t'essayes d'avoir un peu ce côté un peu tricky à certains moments? Par exemple là tu utilises les noms de musique pour tes noms de personnages, ou c'est un truc que t'aimes bien faire et que tu fais naturellement, ou c'est un truc que tu t'imposes? Alors en fait, le truc des noms, c'est assez marrant, mais c'est quand j'étais ado et que j'écrivais des histoires, je me suis rendu compte que j'étais pas très bon pour donner des noms, pour créer des noms. Je pense qu'aujourd'hui je serais meilleur parce que j'ai une culture plus large, etc. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, tu peux utiliser des noms qui existent déjà et qui ont déjà fait leurs preuves. Et typiquement, les noms de musique, les noms de musiciens, etc., c'est des noms de stars, c'est des noms qui parlent, tu vois. Donc là-dessus, c'est un peu de là, c'était parti. Après, je t'ai dit tout à l'heure, je travaille pour un projet qui est encore assez balbutiement. Pas assez balbutiement, mais qui en tout cas n'a rien de concret en termes d'édition, quoi. Donc on n'est pas sûr que ça arrive un jour parce qu'il faut qu'on trouve un éditeur. Mais ça se passe dans un univers carcéral et tous les noms et les personnages sont inspirés de prisonniers célèbres, remaniés, etc. Okay. Et le personnage principal s'appelle Lucky parce que en référence à Lucky Luciano, qui était un des grands capots de tous les capots. Et dans ces cas-là, est-ce que ta culture te suffit ou tu fais des recherches? Ah, je fais des recherches. Là, je me suis amusé. Okay. La BD, et ça, c'est encore plus. J'ai l'impression que c'est plus un truc de BD franco-belge encore plus que dans le manga. Après, peut-être que je me trompe pour le coup, mais c'est ta vision en tout cas. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours eu ce truc très documentaire, très recherche et tout. Même quand tu lis les Tintins, quand tu lis Astérix et tout, il y avait beaucoup de recherches en amont sur les différents lieux qui allaient être explorés, les machins et tout. Culture, exactement. Et ouais, et là, j'ai passé des heures sur des sites de sorte de Wikipédia un peu obscurs de prisonniers et tout, sur leur parcours, le pourquoi du comment, etc. Et c'était très fun. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que ce projet le voit le jour, parce que j'y crois un peu. Et ça mène à une question peut-être plus technique, mais dans ces cas-là, tu fais quoi? Tu fais tes recherches et tu notes sur papier. Tu t'organises comment un peu par rapport à ça? Le carnet brouillon. Carnet brouillon, la teuf, carnet brouillon, c'est incroyable. Hein. Okay. Je note ce que je trouve le plus intéressant, parce que l'idée, c'est pas de refaire le personnage qui existe déjà, tu vois. C'est juste de noter des idées et à partir de là, tu crées un truc, quoi. Et du coup, ouais, je note. J'ai un carnet qui est là, je pourrais le montrer tout à l'heure. Je crois qu'il est là. Je vous promets rien. Bien, je comprends au montage. Oui. Tu comprends au montage. Non, mais c'est ça en gros. C'est je note sur carnet de croquis tout ce qui te passe par la tête, etc. T'écris, et puis à la fin, quand tu relis, tu vois un peu ce que tu as bien noté, et quand tu veux noter de manière plus précise, tu notes sur un Word, un OpenOffice, tu vois, et là tu notes que les trucs vraiment précis. En fait, tu commences c'est un peu comme si tu mettais tout dans un seau qu'est ton carnet de brouillon, et après tu faisais le tri dans ce seau et tu sors que sur. Ok. Passoire pour mettre sur ton document Word et être un peu plus organisé. Ok. Parce que aussi, entre le moment donné où j'ai noté les idées sur le carnet de croquis et le moment donné où je vais tout noter bien sur ordinateur, il se passe du temps. Du coup, le cerveau, encore une fois, il fait son travail, la petite demi-heure avant de dormir, quand t'es dans les transports en commun, regarder dans le vide, etc. Tous ces petits moments-là. Et du coup, là, ça a pu maturer dans ta tête et tu te peux dire, ok, donc en fait, avec cette idée de ce personnage-là, je vais raconter ce personnage-là. Carrément. Et du coup, là, t'as un truc vraiment précis à la fin, quoi. Ok, donc c'est comme ça que tu fonctionnes, toi. Ouais, à peu près comme ça. Ouais. Okay. En tout cas, là, pour ce truc-là de prison, c'était un peu comme ça que je fonctionnais. Et quand tu veux écrire une histoire, tu commences par quoi? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui commencent par écrire un personnage et ils créent l'histoire autour. Toi, c'est quoi un peu ta réflexion? Moi, c'est... En fait, je sais pas. C'est parce que ça peut être de plein de manières différentes. Ok. Moi, je fais partie des personnes, et je pense qu'on est beaucoup en fait dans ce cas-là. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là et qui font semblant d'être différents, mais genre je fais partie des personnes qui réfléchissent beaucoup trop. En réalité, je pense que ça touche énormément de gens.
On n'est pas une minorité, quoi. Parce que vous avez souvent des mecs qui sont comme ça qui disent ouais non mais j'ai réfléchi beaucoup, tu vois. Bah oui, mec, oui. Bah, avec un regard un peu à la Peaky Blinders. Ouais, exactement. Mais mon ref, t'es pas tout seul, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais donc oui, je suis parti de ces gens-là, donc j'ai réfléchi beaucoup. Et en fait, moi, souvent, c'est une étincelle, tu vois, qui va allumer un feu. Ça va être un truc à la con. Et après, t'explores. Et après, du coup, en fait, le cerveau, bah, il fait le taf tout seul, quoi. Il se dit, mais c'est trop bien ça, du coup. Mais, voilà. Typiquement, alors, NG's Taxi, ça partait de l'univers, pas des personnages. C'était quoi la réflexion derrière NG's Taxi? C'était une discussion avec mon meilleur pote. La discussion qu'on a tous eu un peu nulle de si t'avais un super pouvoir t'aurais quoi. Et moi j'ai dit mais me téléporter quoi, j'en ai marre de marcher. Enfin non, j'adore marcher mais j'en ai marre de devoir perdre du temps dans les transports. C'est ça, j'adore marcher. Mais oui, en gros j'en ai marre de pas pouvoir tu vois, de devoir anticiper, partir en avance et tout, c'est chiant quoi. Surtout quand prendre un train à 6h depuis Stuttgart pour venir ici, c'est un peu relou. Waouh. C'est relou de venir ici. Non, le train c'est chiant, pas non, venir ici. Pas l'interview. Non, bah, je me suis levé à 5h si tu veux, c'est ça qui est un peu relou. Que ça va alors. Je couché à 1h, je me suis levé à 5h. Bon, le sommeil est pas tôt. Voilà. Bon, merde. Non, venir ici, ça me fait plaisir. Ouais. Du coup, c'était téléportation. Et après, j'ai dit non, mais il faudrait faire des portails. Parce que si tu fais des portails, tu peux emmener des gens avec toi. Et puis, parce que imagine, tu téléportes, mais tu perds tes vêtements. On était vraiment en une discussion très intelligente, attention. Hein. Et après, je me suis dit, mais c'est marrant parce que imagine quand tu te téléportes, genre, est-ce que tu as le droit de te téléporter à l'intérieur des magasins? Et je me dis, mais c'est marrant, ça serait quoi une société où il y a des gens qui peuvent se téléporter? Vraiment, c'était juste ça, quoi. Okay. Et à la base, c'était vraiment en mode mais c'est trop bien en fait, je vais raconter une histoire qui se passe dans un monde où vraiment il y a des téléportations qui existent et il y a des règles et tout. Et j'étais vraiment parti dans un délire de très. Un peu à la MHA, tu vois, où il l'a vachement exploré. Et ça, je trouve ça génial dans My Hero Academia d'ailleurs. Ce côté réglementation des pouvoirs. Exactement. Et tout. Typiquement avec Mirio. Je trouve sa réglementation de pouvoir est incroyable. Ouais, tu vois, avec le truc de. En mode non, alors, non, je parlais pas de ça, je parlais de réglementation, genre administrative, quoi. Ah, ils ont besoin de passer des permis de super-héros, des machins, il y a des écoles, tu vois, c'est vachement concret en fait. Oui, t'as pas le droit de tes pouvoirs si t'es pas héros c'est professionnel. Ça, exactement, et c'est super. Et en même temps, c'est logique, quoi. Et c'était une vidéo dans une vidéo du Nexus 6 qui m'avait fait me rendre compte de ça, enfin qui m'avait confirmé, qui m'a confirmé dans ce que je disais, dans ce que je pensais, en gros, qui m'avait rassuré sur ce que je pensais, qui était qu'en gros dans les trucs de science-fiction, ce qui est intéressant, c'est t'as une nouvelles inventions, du coup quel impact sur la société, quoi, parce que et il disait quand la voiture est arrivée, par exemple, il a fallu modifier absolument tout le système urbain, tout, tu vois. Parce que sinon t'as un gros flou juridique. Et comment tu fais? Il y a des mecs qui peuvent aller à 120, bon peut-être pas à l'époque, mais tu vois, qui pouvaient quand même aller à 50 km/h avec une bagnole. C'est ça, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'est un peu là-dessus que je m'étais dit, ok, putain, qu'est-ce qui se passe si demain on peut se téléporter? Sauf qu'au final l'histoire raconte plus trop ça. Ouais, c'est ça, parce que finalement c'est pas finalement en fait ça a évolué dans ma tête, et en gros après on discutait avec mon pote et je me suis dit non en fait bon en fait c'était plus après je me suis vite parti sur l'idée que ce serait intéressant d'avoir et le temps et l'espace, parce que l'espace-temps c'est souvent lié, tu vois, et du coup d'avoir un personnage qui va sauver un gamin. Et à la base je voulais un mec qui sauve une petite fille qui a des pouvoirs. Et mon meilleur pote me dit pourquoi ce serait toujours le mec sur les petites filles. Et je dis mais t'as totalement raison, en fait je suis complètement con. Et du coup on en revient au fait que les personnages féminins, pour moi c'est très important de faire des bons personnages féminins. On peut développer, ouais. On peut développer. Parce que bon, alors déjà dans le shonen Sakura, même pas, c'est pas la seule, hein. Sakura, même dans My Hero Academia qui est un peu moins pire, c'est pas top. Jujutsu Kaisen sauve un peu les meubles, mais bon c'est pas non plus sauve un peu les meubles. Si, Nobara c'était un excellent personnage. Nobara était une des sources d'inspiration principales pour NJ, pour être tout à fait honnête. Parce que justement, je voulais un personnage féminin fort, mais je voulais pas un garçon manqué, tu vois. C'est chiant, genre pourquoi? C'est nul, c'est horrible, tu vois. Ça veut dire que le message que t'envoies aux meufs, si quand t'écris un personnage féminin, pour que ton personnage féminin soit fort, t'as besoin que c'est un garçon manqué. C'est le message que t'envoies aux meufs, c'est non, vous restez faible, si vous voulez être forte, faut être comme nous, quoi. Tu vois, donc c'est absolument horrible. Mais en même temps, je me disais, mais en même temps, pourquoi aussi, pourquoi la féminité, tu vois? Ça devrait être une source de faiblesse pour un personnage, tu vois. Pourquoi un personnage serait moins fort s'il est féminin? Et du coup, je dis, mais je veux un personnage qui soit féminin, mais qui soit costaud, qui soit balèze et tout, mais qui pense comme une femme, etc. Et quand tu regardes NJ, elle a un côté très maternel avec Jode, tu vois, tout au long de l'histoire. Et ça, c'est un truc très féminin. Elle agit avec lui comme une mère le ferait avec un enfant, pas comme un père le ferait avec son enfant, tu vois, je pense. Un peu. Et comme une grande sœur aussi, très protectrice, un peu protectrice, etc., inquiète, machin et tout. Alors, toutes les mères sont pas forcément comme ça, mais en tout cas, l'idée qu'on se fait d'une mère, c'est un peu ça. Donc, elle garde cette idée-là, et en même temps, NJ, elle casse des culs.
Et elle casse vraiment des culs, Elle casse vraiment des culs. vraiment casse des culs, quoi, tu vois. Et pareil, le personnage d'Audrey aussi, qui pour moi était, pour le coup, encore plus féminin, tu vois, dans sa manière de s'habiller, de se comporter, d'être provocatrice, etc. Et en fait, si elle se permet... Moi, l'idée, alors ça, je l'ai pas encore trop exploité, l'idée, c'était qu'elle peut se permettre d'être habillée de cette manière très provocatrice, très sexy, etc. Parce qu'elle a une telle confiance en ses capacités que personne ne peut jamais l'emmerder. Et du coup, c'est ça qui en fait une femme forte, tu vois, c'est qu'elle a... en fait... c'est l'idée de créer un personnage qui, justement, elle peut s'en foutre et suivre les trucs qui pourraient faire qu'elle se fasse agresser, des conneries et tout, parce que justement, elle a dépassé ça, elle est plus forte, et elle s'assume comme elle s'habille comme elle a envie de s'habiller, c'est comme ça et tout, et c'est plein de trucs comme ça. Genre, pour moi, c'était vraiment important, et dans une histoire, il faut des personnages féminins forts, mais faut pas si tu les fais forts, faut pas les faire forts comme des garçons le sont, quoi. Tu vois ? Pas comme typiquement dans Hunter x Hunter. Comme Bisquet, et voilà, c'est ça. Enfin, c'est vraiment là très caricatural, mais dans l'idée. Et ok, et je trouve, tu vois, ça rejoint un truc que tu disais avant et qu'on peut aussi confirmer avec ton YouTube, le fameux YouTube. T'avais une vidéo en mode penser par soi-même, avoir son propre avis. Oui. Et tu vois, quand tu m'expliques les choses comme ça et tout, bah j'aime beaucoup parce que tu vois, tu te contentes pas de prendre ce qui se fait, etc. Et tu vas chercher un peu, toi, comment tu penses les choses, sans pour autant te dire ok c'est une vérité universelle, mais moi je vois les choses comme ça et c'est mon avis, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah oui, typiquement Angie pour moi c'est elle a un rôle maternel avec Jude, mais c'est vrai qu'il y a peut-être plein de mères, si elles lisent l'histoire, elles se reconnaîtront pas là-dedans, parce que bah, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne, donc ouais, non, oui, effectivement, tout est... Ouais. Et puis même, c'est genre Angie, enfin c'est cool, c'est qu'elle, comme c'est le personnage principal, on la voit tout le temps, enfin tu vois, genre elle est au centre de l'action, comme tu dis. Angie, ça a été, pour le coup, d'habitude je galère pas trop à écrire mes personnages, c'est un truc assez naturel. Angie, ça a été une grosse galère. Trouver le juste équilibre justement entre pour faire le personnage, faire tout. Et je suis très content d'ailleurs, j'aime beaucoup mon personnage principal, pour le coup. Et justement, c'est difficile pour toi de... Comment dire ? Parce que tu vois, pour qu'on comprenne un personnage, il faut que ses intentions elles soient claires. Ouais. Et c'est pas toujours facile d'exprimer la clarté d'un personnage sans le rendre un peu simplé. Oui, bah justement, alors déjà, Angie, justement, c'est pas trop c'est quoi ses intentions au début, mais c'est parce que c'est l'idée même. Là-dessus, l'avantage que ça a été pour moi, c'était que Angie, au début de l'histoire, on le sait, elle est un peu en perdition, elle est un peu perdue, elle fait un taf de taxi avec ses pouvoirs, machin. Bon, d'ailleurs, il n'y a pas de vrai taxi dans l'histoire, désolé, c'est une publicité mensongère. Et tu sais que moi, genre, quand j'ai lu le synopsis, c'était vraiment mon truc, c'est grave drôle, tu vois, ce synopsis et tout. Non, non, c'est vrai que c'est pas marrant. C'est vrai, et puis, oui, et puis il y a plein de gens qui s'attendent à ce que ce soit drôle aussi, parce que je fais des blagues sur TikTok, c'est vrai qu'il y a c'est pas marrant comme ça. Non, mais je crois qu'il est même. Je dis peut-être une bêtise et je rectifierai s'il faut, mais sur Manga News, il est conseillé en moins de 12. Ouais. Ça m'étonne pas, ouais. Ah non, c'est pas drôle. C'est violent. Non seulement c'est violent, et puis même dans les thématiques abordées, dans l'univers que c'est pas marrant quand même, il y a pas beaucoup de blagues, quoi. Il y a des côtés des moments un peu plus légers quand la bande des personnages principaux ils intéressent les gens entre eux, etc. Mais c'est léger, c'est pas drôle, quoi, tu vois, c'est pas du One Piece avec Luffy qui bouffe 15 poulets. Et puis genre t'as les personnages qui meurent, tu vois. Ouais. Oui, notamment au début du tome 2. Ouais, ça je sais que ça avait et puis même les ennemis meurent aussi. Il y a pas trop de pitié pour les ennemis. Même on m'a dit, je me souviens qu'il y avait des critiques qui étaient revenues un peu souvent, c'était le fait de fais gaffe, t'as des lecteurs qui sont peut-être un peu jeunes, tu utilises du langage très grossier. Et je me suis dit bah non, en fait, non, je vais continuer à faire ça parce que bah déjà s'il est vraiment trop jeune, qu'il aille lire autre chose, sincèrement. Et de deux, j'en ai marre des mangas d'action où en plein milieu du combat, alors qu'il a failli mourir, le personnage il dit ah c'est pas vrai. Non, excuse-moi, on est français, quoi. Si demain t'es dans la rue et tu vas, ben là en ce moment typiquement tu vas manifester, t'as une charge CRS, tu vas pas dire ah c'est pas vrai, tu vas dire putain de bordel de merde, tu vas dire des mots comme ça, excuse-moi, c'est dans le stress. Donc ouais, non, les personnages ils parlent de manière crue, les personnages ils peuvent pas avoir de la pitié, ils sont pas Izuku qui veut sauver tout le monde parce qu'ils sont pas là pour ça, ils peuvent pas. Exactement. Ils ont dû apprendre à être cruels pour pouvoir survivre dans ce monde-là parce que c'est un monde qui est très dur. Et voilà, même Angie, elle va dire que ouais, je vais te tuer. Ouais, je vais te tuer, ouais, c'est bon, c'est fini, quoi. Parce que après ça, il y aura un flashback. Niveau du tome 6, si j'ai pas de conneries, si j'ai bien pris mon truc. Je l'imaginais plus au tome 4, tu vois. Enfin, là, je viens de lire le 3, je pensais qu'il allait être. Le flashback sur ce qui leur est arrivé il y a 2 ans ? Ouais. Non, c'est vraiment au tome 6, on attend un peu. On attend un moment précis de l'histoire. Okay. Non, au tome 4, on aura des flashbacks sur Angus et sur l'histoire derrière la secte. Parce que du coup, là, c'est vraiment l'affrontement. Secte. Ouais, j'arrive enfin dans mon premier gros arc, là. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu. Commence à faire l'invasion. C'est ça, ouais. Et. Mais oui, ouais, il y aura un flashback qui expliquera tout ça et qui du coup expliquera pourquoi ils ont dû être aussi cruels. Et voilà, quoi. Et opposer ça à la vision de Jude qui lui est encore très jeune et tout, je trouve c'est intéressant aussi, potentiellement.
lui peut-être plus naïf et plus Ouais, apeuré c'est par ce qui ça. se passe, quoi. C'est Moins, ça. moins confiant. Mais là, surtout qu'en plus, pour l'instant, il a été un peu tenu à l'écart. Genre au début, il voit un peu de la violence, mais surtout parce qu'il est émerveillé par NJ qui vient de le sauver, etc. Et qu'il voit comme un ange et tout. Et puis après, il va rester un petit peu à la base. Même là, il est là pendant l'attaque, mais il reste en retrait et tout au début. C'est vrai. Donc voilà, il est un peu mis à l'abri, parce que c'est un peu leur idée, quoi. Et en fait, normalement, tu verras, mais dans le prochain tome, ça va se confronter un peu. Et là, il va. Parce que à la fin du tome 3, il y a un moment donné où Louis il fait un truc. Et en fait, il y a plein de gens qui sont morts du coup à cause de ça. Et lui, il est content en disant j'ai pu les aider et tout content. Ouais. Et en fait, j'ai essayé d'opposer ça, sa joie d'avoir pu aider ses amis et tout, au fait qu'en fait c'est un massacre horrible. Tu vois, à côté, il y a quand même des gens qui meurent. Exactement. Surtout qu'en plus, je pense que la secte, c'est peut-être les plus ceux pour qui les gens auront le plus de pitié dans les 3 organisations. Ok. Je pense. Parce que la mafia, c'est la mafia quoi. C'est la mafia. Ils ont un flot de bâtards, c'est la mafia. Mais bon, c'est la mafia, ils sont pas cool quoi. Bon, Ludwig est sympa, mais les autres, bon. Ludwig, c'est le premier qu'on voit. C'est celui avec les épées, Avec ouais. les épées qu'on voit. Lui, tu sens qu'il est un peu plus. Humain. Ouais, un peu plus humain, machin. Il a sa meilleure. Un peu baisé de pensée, mais voilà. L'agence gouvernementale, c'est vraiment des gros fils de pute. Et la secte, c'est un peu les rochers de la société qui s'accrochent à l'espoir derrière un gourou, quoi. Donc ils sont un peu. Tu vois, t'as un peu de pitié pour eux, quoi. Tu te dis, bah, c'est les laisser pour compte, quoi. Là, je vois. Donc ouais. Et je me permets de rebondir. Vas-y, fonce, parce que moi je parle beaucoup. Non mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et t'as abordé le fait qu'il y a des personnes qui t'ont fait des reproches. Mais Enfin, dans les critiques. Dans des négatives, ouais. critiques plutôt. Mais je sais que t'as pris aussi des critiques, par exemple, sur. C'est anecdotique, hein, mais sur le fait que tu bois une bière, par exemple, sur ta Oui. cover, et Oh. encore sur. Enfin, même sur les dessins ou quoi que ce soit. Ouais. Et j'aimerais bien savoir un peu comment est-ce que tu vois les retours qu'on te fait par rapport à ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on retient toujours beaucoup plus le négatif. Et en tant que créateur de contenu sur internet, je suis bien placé pour le savoir. De tous les retours que j'ai eus, que ce soit en convention, que ce soit avec des libraires chez qui je vais faire des dédicaces, que ce soit en message Instagram, que ce soit en critique sur Amazon ou sur la Fnac, 95% sont positifs voire ultra positifs. Ok. Vraiment, je pense. C'est un chiffre à la con, 95%. Oui, mais tu le dis quasiment tout. comme ça, mais tu Quasiment ressens une tout. majorité Ouais. quand même. Ouais. Et il y a eu quelques gens la plupart des gens qui critiquent le dessin, par exemple, n'ont pas lu. Parce que le dessin leur butait, ils sont pas allés lire. Ok. Ce que je respecte. T'as pas envie de. Oui, je pense que va pas lire, toi, y a ça pas t'est de- déjà arrivé aussi. Ah donc, oui, bien sûr, je vais pas te dire, vas-y, va lire quand même. Non, là, je comprends totalement. Et sinon, oui, il y a eu un ou deux haters, mais c'était. En fait, j'ai pas eu de vraies critiques complètement négatives, constructives, en fait. Où il y en avait qui donnaient l'air d'être constructives, mais qui l'étaient pas. Ok. Genre, il y en a une qui, en plus, je sais pas, le mec, il me détestait. Il a posté la même critique longue de 15 pages, à la fois sur Manga News, Notizon, la Fnac, un truc comme ça. Vraiment, il l'a posté partout. Il voulait vraiment dire que ce manga était pas bien, quoi. Allez, Et, viens un samedi matin à perdre. Oh, ouais, c'est ça, parti. un bon 0,5 sur 5 là. Et en fait, la critique, si tu la lis, t'as l'impression que c'est construit, mais en réalité, non, parce qu'il dit juste, bah les dessins sont pas bien, il aurait fallu travailler plus. Mais tu vois, c'est bateau, ça veut tout et rien dire, quoi. Il y a pas de trucs spécifiques qui font que. Voilà, et c'est ça qui m'embêtait. Mais du coup, en fait, les critiques négatives constructives, je les ai eues dans les critiques positives que j'ai reçues. Où il y avait un mec qui dit, par contre, j'ai eu un petit peu de mal par rapport à ci, par rapport à ça. Voilà, et du coup, par exemple, je sais qu'une des critiques qu'on m'a le plus fait, c'est qu'il y a des personnes qui, eux, sont plus habituées à des histoires qui prennent leur temps pour se mettre en place. Et que dans le tome 1, ça va très vite. Il y a plein de choses qui se passent très vite. Il y a plein de personnages qui arrivent, qui repartent, qui machin et tout. C'est vrai qu'il y a le contexte est moins. Ouais, je l'ai pas trop mis en posé. place. Ouais, et c'était par contre, mais pour le coup, je comprends, mais c'était un parti pris. L'idée, c'était de montrer justement que NJ est dans cet espace de situation un peu de flottement, un peu nul dans sa vie. Et d'un coup, elle va rencontrer Jude. Et là, il y a tout s'accélère, ouais, mais pour elle aussi, quoi, en fait. Pour que comme NJ, on soit un peu perdu, quoi. Ouais, carrément. Jusqu'à ce moment donné, au chapitre 4, je crois, où il y a Chet qui arrive, machin, et t'as un peu le moment de flottement, ça se calme et tout, mais tu vois qu'avant, bah, ça s'enchaîne, même elle comprend pas ce qui se passe, qui sont les gens, tu vois, elle dit à Jude, mais c'est qui lui, et tu vois, quand Marilyn il arrive dans, je crois, ce chapitre 3, tu vois, tu sais pas qui c'est, et ben NJ elle sait pas qui c'est non plus, elle dit, mais c'est qui ce type, il arrive et tout, tu comprends pas trop au début, quoi, et c'est que au début du tome 2, quand t'as Angus qui arrive vraiment, que là tu commences un peu à faire les liens. Ouais. Donc ouais, c'était un peu un pari un peu risqué aussi, parce qu'il faut que les gens aient quand même suffisamment accroché malgré tout pour avoir envie de la suite, et là ils auront les réponses à leurs questions aussi, quoi. Et tu vois, ça m'amène un truc, tu disais, on t'a fait des reproches sur le dessin, mais à côté de ça, tu vas très vite. Ouais. C'est-à-dire que pour donner des dates, 1er juillet, sortie du tome, ou 11 juillet. 1er juillet. Et pile un an après la BD d'ailleurs, c'est un peu marrant. Ok, 2022, sortie du tome 1. Ouais. On est en mars encore, on est le 31, mais on est en mars. Ouais. T'as déjà 3 tomes, ça veut dire en moins de 1 an, t'as 3 tomes qui sortent. Ouais, et là Tu vas très vite. Je fais 8 chapitres par tome, et là sur le tome 4, il y a déjà un chapitre de fini et le storyboard du deuxième fini aussi. Tu vois, et c'est un truc que je voulais vraiment qu'on aborde avec toi, c'est que t'es étudiant
en ce moment, bon, créateur de contenu, un peu moins, mais peu t'es moins. étudiant en Erasmus qui plus est, Oui. et mangaka, Mhm. tu vas très vite. Comment tu fais? Enfin, comment tu t'organises? C'est quoi un peu ton cheminement? En fait, moi, je pense que la grosse différence avec les autres qui vont moins vite, c'est peut-être déjà une question d'organisation. Bon, ça, après, je sais pas comment les autres s'organisent, donc je voudrais pas les juger là-dessus. Mais c'est aussi sur le fait que moi, je me reprends moins. Moi, tu l'as dit, je suis très dans l'action, je suis très dans la spontanéité, etc. Et les dessins que vous voyez dans les planches, c'est globalement les premiers, quoi. Tu vois, mon storyboard, c'est mon croquis. Je redessine directement par sur mon storyboard. Quand je dessine un visage, à la fin d'un tome, je relis tout en entier et puis je vois s'il y a des dessins qui sont vraiment pas beaux. Mais globalement, le premier jet, c'est le bon, quoi. Et je fais en sorte que ce soit le bon aussi. Et j'ai appris à faire en sorte que ce soit le bon. Et d'ailleurs, même en dédicace, ça se voit. Je vais parfois même trop vite à faire les dédicaces parce que je dessine très vite, quoi, en fait, si tu veux. Et j'ai appris à faire ça, ouais. J'ai appris à dessiner super vite. Après, en plus de ça, j'ai toujours eu un sketch très rapide à côté. Et encore une fois, comme tu l'as dit, j'aime bien avancer, j'aime bien l'action et tout. Donc moi, je peux pas, j'ai pas, en fait, si je veux garder de la motivation pour continuer, je peux pas me permettre de rester 1000 ans sur un chapitre, quoi. Vraiment, si je suis plus d'un mois sur un chapitre, ça m'est jamais arrivé d'ailleurs. Même si je suis plus de 3 semaines sur un chapitre, je suis ultra saoulé, quoi. J'en ai marre. Et je pense que ça rejoint pas mal ce côté où tu préfères un peu raconter les histoires que les dessiner. Ça dépend en fait. Parfois, je préfère dessiner, mais en fait, je crois que les moments où je préfère dessiner, c'est pas quand je dessine sur ma tablette graphique ou manga, c'est plus quand je me fais mes aquarelles et tout. Ça, j'adore. Mais c'est vrai que oui, dans la BD ou dans le manga, c'est raconter que je kiffe le plus, quoi. Ouais, ce que tu me disais avant, c'est que toi. Raconter et si aussi quand même. Et ça m'a fait plaisir que tu me l'as dit ça tout à l'heure, découper et réfléchir au combat aussi. Ouais. Le découpage des Ok. planches, Ça, c'est un truc qui fait- chercher les stratégies et tout. Ça, c'est un truc vraiment qui vient de Hunter x Hunter, Jojo et tout. Le côté très stratégique dans les combats. Tout à fait. Ouais. Et je trouve ça tellement plus intéressant que juste des gros coups de poing, quoi. Ouais, c'est ça, une nouvelle transformation pour battre un ennemi C'est plus ça, puissant. c'est bon. C'était ultra bien dans Dragon Ball, mais bon, ça fait 40 ans les mecs, on peut passer à autre chose qu'au bout d'un moment. Non, c'est ça. Et je suis d'accord avec toi. Des fois, ça me rebute sur certains mangas qu'il y ait ce côté où bon. Et moi, ça m'arrive sur certains mangas, c'est tellement du boom boom sans rien qu'en fait, tu passes du temps à lire les planches, il y a des explications, tout l'univers intéressant, donc là t'es attentif, dès que t'arrives au combat, tu passes très vite. C'est bon, frère. C'est des échanges de coups de poing. Tu sais ce qui va se passer à la fin, quoi. Et surtout qu'en plus, c'est con parce que tu peux faire des échanges de coups de poing et tout en restant ultra inventif. Et Sakamoto Days, mais par pitié, allez lire Sakamoto Days. Sakamoto Days en est l'exemple parfait, quoi. C'est que des mecs qui se battent et tout, qui ont des coups de poing, mais c'est tellement créatif. C'est des assassins en gros, et genre qu'est-ce qu'il a fait là dans le dernier chapitre? Ils sont dans une course poursuite en voiture, et il y a un mec, ils sont dans la voiture là, les personnages principaux, et le mec devant lâche une grenade, et la grenade arrive sous la voiture, et qu'est-ce qu'il fait? Il transperce le sol de la voiture, il récupère la grenade, enfin il la tient comme ça, il prend son flingue, il tire par le pare-brise pour faire sauter une bouche d'égout, pour lâcher la grenade dans la bouche d'égout, tout en tu vois, c'est super créatif, c'est ça, voilà, ouais, c'est que et ça c'est génial, tu vois, donc même sans stratégie, tu peux parfois trouver juste des trucs très créatifs et tout. C'est juste, ok, c'est stylé un gros coup de poing à la One Punch Man, mais parfois on veut aussi un peu d'autres trucs. Exactement. Même One Punch Man, c'est super créatif aussi. Je sais pas si t'as lu le combat contre Garou, la fin si, là. tout à fait. Et en fait, ce que je trouve aussi fort dans One Punch Man, peut-être moins sur les derniers chapitres, mais pendant un long moment, finalement, celui qui était au cœur des actions, c'était pas Saitama. Ouais, parce que quand Saitama y est, c'est fini. Vite. Mais par contre, c'était d'autres personnes qui avaient chacun leur point fort. C'est Garou qui devient le personnage principal à un moment donné, tu vois. Le méchant devient le personnage principal. Tout à fait. Et c'est très fluide et tout. Et ouais, donc non, mais après, ça c'est le génie de One. De toute façon, il raconte des histoires avec sa propre manière, il est très fort. Mais oui, c'est ça. Donc ouais, ça m'a fait plaisir que tu dises ça. Donc ça, c'est aussi un truc que je kiffe. Là, en ce moment, je suis sur un combat là. J'ai eu un petit chapitre d'explication, c'était un peu chiant. Et là, maintenant, je suis sur un chapitre de combat, je me suis bien amusé là. Tu fais des décors dedans? Ça va, hein. Tite Kubo, il a vendu combien de tomes de Bleach sans faire des décors, hein? Et il avait des assistants en plus, moi j'en ai pas. Ça c'est un point. Et hop, voilà, plus personne peut rien dire maintenant. Non, en vrai, j'en fais un peu des décors quand même. Oui, non, t'en fais pour poser le contexte. Voilà, c'est pas les décors, oui. Mais c'est toi, tu te... C'est pas, en vrai, c'est pas un reproche, mais c'est toi, tu te sens pas épanoui dans le décor. C'est pas ça qui fait. C'est chiant à la mort, un décor. Je sais, et je peux comprendre que ce soit un reproche en vrai, mais je pense que c'est pas indispensable pour raconter une histoire. Bien sûr. Il en faut un peu, bien sûr. Si c'est que des personnages sur fond blanc, vous allez rien comprendre à ce qui se passe, ça a aucun intérêt. Et j'en mets un peu, tu vois, pour qu'on comprenne le genre d'espace dans lequel on est et tout. Et je pense que ça marche d'ailleurs. Je pense qu'on comprend où est-ce qu'on est, plus ou moins. Tout à fait. Je pense que dès qu'ils sont dans le bar, par exemple, dans le Mary Jones Café, on capte direct que c'est là parce que c'est à peu près. Donc on comprend, quoi, tu vois. Tant qu'on comprend, moi c'est bon. Ça va. Effectivement, je vais pas vous faire des doubles pages comme dans Naruto où vous allez être en mode waouh.
C'est pas ce que tu cherches. Mais c'est pas aussi. l'objectif non plus, voilà. Donc, Et tu vois, il y a Nicolas qu'on a eu, donc Jaffré qu'on a eu dans l'épisode 13 du podcast. Il disait, moi j'étais censé me spécialiser dans l'animation, mais finalement je me suis jamais spécialisé dans le chara design ou peu importe. Je me suis spécialisé dans faire vivre une histoire à travers un personnage. Et il dit, il y en a, ils savent le faire à travers les décors. Moi, c'est à travers un personnage. Et je pense que toi, t'es aussi sur ce principe-là. C'est un peu ça, bien sûr. Ok. Ouais. Trop fort. Et pour revenir sur le côté organisationnel, est-ce que tu pourrais nous faire un peu une semaine de Barnabé, plus ou moins? Ouais, ça va être du plus ou moins, parce que... Plus ou moins un truc un peu... pour qu'on comprenne un peu comment tu t'organises, quoi. Une semaine ou C'est-à-dire que si c'est une semaine au printemps, ça va être moins de taf, parce que ça va être plus de bière en terrasse. C'est désolé, mais c'est important pour moi, d'accord. C'est Je me rappelle, quand tu seras sur ton stream, t'as coupé 5 minutes après en disant ouais, je dois aller boire une bière avec quelque part. Mais c'est bon, quand il se remet à faire beau, là, j'ai besoin de la vitamine D, là, il y a les guinguettes, ils ont pas de guinguettes en Allemagne, c'est terrible ça. Ah putain, guinguettes au bord de la Loire à Nantes, c'est génial. Non, bon, je rigole, blague à part. Est-ce que c'est une semaine. Ça dépend aussi de ce que. Là, en Allemagne, j'ai pas beaucoup de cours en tant qu'Erasmus, donc ça va. Après, là, c'est Erasmus, donc oui. Erasmus, c'est quand même assez particulier, mais. On va dire si je suis en France. On va partir si t'es en France. Allez. Parce que donc. Je pense qu'il y a peu de personnes qui écoutent ce podcast qui sont en Erasmus. Ouais, ça va. On n'est pas beaucoup dans le monde. On doit être. Surtout. Hein? Ouais. C'est vraiment une anecdote qui est marrante de se dire t'es en Erasmus, t'es genre dans un pays à l'étranger et tu dis à d'autres potes potentiellement, je sais pas. Des mecs quand ils me suivent sur mon Insta, ils sont en mode ah mais putain t'as 44 000 abonnés et tout, qu'est-ce qui se passe? Je suis auteur. Même des mecs, ça se trouve, qui viennent, je sais pas, pas les Français, du Mexique ou quoi. Et je leur dis ouais, ce week-end je rentre en France, je vais signer des. C'est ce que je leur ai dit, c'est en mode ah ouais. Je dis bah ouais, c'est ça. C'est cocasse. C'est cocasse, c'est un peu rigolo. Bon, du coup, si je suis en France, admettons, on va partir sur le principe que je suis en France en études, parce que du coup toute la première partie de l'année 2022, j'étais pas en études du coup parce que j'avais arrêté, mais voilà. Donc j'ai plus ou moins 25 heures de cours par semaine, je crois, donc j'y vais. Ça fait 5 heures de cours par jour à peu près. À peu près, plus ou moins, ouais. Quand j'ai une pause, j'y vais en vélo quand il fait pas trop froid ou quand il pleut pas. Et du coup, dans ce cas-là, si j'ai une pause de plus d'1 heure, je rentre en vélo pour pouvoir dessiner. Ah ouais. Quand même. Ok. Donc c'est quand même un peu au rush là, à ce moment-là. Et tu veux pas dessiner sur place Ah non, moi je dessine sur une tablette graphique et j'ai une tablette graphique avec écran et je préfère dessiner sur mon ordinateur fixe. Parfois j'ai une tablette graphique sans écran et parfois je fais un peu de storyboard à l'école aussi. Mais je déteste faire du storyboard. Alors du storyboard sur ordi portable avec une tablette sans écran, je vais te dire, faut être motivé quoi. Okay. Et oui, du coup je rentre en vélo à fond. Le soir, souvent, je finis pas trop tard, donc je dessine, pareil. À voir si je me remets à streamer ou pas, mais souvent, du coup, c'est un peu coupé par les streams. Mais du coup, parfois, j'essaie de dessiner aussi le manga pendant les streams, pour pouvoir un peu lier les deux. Et puis après, je sors souvent. Moi, j'aime bien sortir le soir. Je suis blague à part, sans parler d'alcool ou quoi. Mais tu sais que c'est marrant parce que t'es un des premiers profils que j'ai dans le podcast qui est pas tant solitaire, tu vois. C'est assez marrant. En fait, mais je pense il y en a plein que j'ai eu dans le podcast qui sortent aussi beaucoup et tout, mais j'ai l'impression que toi, t'as quand même ce truc où c'est encore plus important que les autres. Ouais, moi, c'est très important pour moi. En fait, il y a deux trucs. Moi, je pense que, comme tout le monde, encore une fois, il y a des mecs qui vont te dire ce que je vais te dire en faisant semblant d'être unique, mais pas du tout. Je pense beaucoup. Quoi? Non, ouais, mais du même genre. C'est-à-dire qu'en gros, je suis quelqu'un qui adore ma solitude, tu vois. Genre, je suis en couple avec ma copine, ça va faire 1 an là bientôt. Et jamais, je pense pas avant très longtemps emménager avec elle parce que j'ai besoin d'être tout seul parfois avec ma musique, mon dessin. Et ça, c'est des vrais trucs qui sont importants pour moi. Mais en même temps, à côté de ça, je suis un animal social et j'ai ultra besoin de sortir voir mes potes. D'autant plus que moi, je me suis fait harceler quand j'étais au collège. J'ai une adolescence vraiment pas facile du tout au niveau social. Ok. Et maintenant, j'ai plein de potes. Je suis trop content, c'est trop bien. Je me fais des amis un peu partout où je vais. Et vraie fierté, même presque, tu vois. Et du coup, c'est grave important pour moi d'entretenir cette relation avec mes potes et tout, de les voir. Et c'est vrai que oui, je suis breton et donc souvent c'est autour d'une bière dans un bar et on discute quoi. Et moi j'adore ça, donc c'est important pour moi de faire les deux. Et je suis content d'arriver à faire les deux aussi. Ouais, c'est pas facile. Faut pas s'empêcher de vivre par prétexte que tu taffes pour ta passion, faut pas se ruiner, surtout quand t'as 22 piges quoi, tu vois. S'il y a bien un âge dans ta vie où t'as envie de sortir et faire la fête, c'est maintenant quoi. Donc ouais, pour moi c'est important. Mais oui, t'es pas obligé de rentrer dans le cliché du mangaka un peu nerd, solitaire qui passe son temps chez lui sans se laver. Tu vois, tu peux. Et dans ces gens que tu vas côtoyer et tout, il y en a d'autres qui font de la BD ou dans ton entourage j'ai pas l'impression que ton entourage soit très. Mon entourage est artistique ici quand même pas mal parce que j'ai pas mal de potes de mon école design et mon école d'animation 3D aussi. Bien sûr. Donc eux ils sont en 3D. Mais ils sont sur de la BD ou c'est. La BD ou non. Non, eux ils sont plus sur, sur la modélisation, sur le cinéma, etc. Mais après tous mes potes sont globalement, s'ils sont pas travaillés là-dedans, ils sont très sensibles à l'univers artistique quoi, globalement. On parle beaucoup de ça quoi.
Même aux jeux vidéo, parce que le jeu vidéo est un art aussi, tu vois. J'ai Ouais. un pote avec qui on parle beaucoup de jeux vidéo, mais de manière un peu plus pointue, tu vois, genre sur direction artistique, etc. Tu joues beaucoup, toi? Moins maintenant, non. moins, mais j'arrive quand même à jouer. Je me suis refait pour la 5e fois, je crois, les Batman Arkham, là, comme j'ai dit tout à l'heure. Excellent ces jeux. Là, je me fais du coup les Spider-Man, je l'avais pas fait, maintenant ils sont sortis sur PC. Voilà, les Marvel Spider-Man. Ouais, je joue un peu sur les super-héros, je reviens un peu dans les comics en ce moment. Ok. Sinon, ouais, je jouais beaucoup, j'ai beaucoup joué à World of Warcraft à une époque, je pense que je. Ah putain, il y a Diablo qui va sortir, ma vie sociale. Ah non, Ça y est, Diablo 4. fin de l'Erasmus. Non, ça va à la fin de l'Erasmus, Ok, je crois, ça en ça juin. va. Mais Ok. ouais, je pense que si tu cumules Diablo et World of Warcraft, il y a un bon petit 3000-4000 heures dans toute ma vie, quoi. Donc, Ok. ouais. Ouais, donc t'as été Un peu, consommateur. je suis déjà arrivé en retard aux soirées parce qu'il y avait raid avec la guilde avant, quoi. Littéralement. Arrivé à 23h, tout le monde est déjà un peu ouais, je suis en mode salut. Alors excusez-moi, j'avais raid avec la guilde. Et ça, faut avoir l'environnement qui comprend ce que tu dis, tu Oui, vois. aussi, ouais, un peu. Il comprenait à peine, mais ça faisait marrer quand j'étais de ma vie. Il me dit putain, mais ta C'est gueule. marrant. Ferme ta gueule. Prends ta Qu'est-ce que tu me bière, racontes? Qu'est-ce que tu me racontes là? Je veux carrément. Et ces potes-là, est-ce que c'est pour toi aussi des personnes qui viennent te faire des retours sur ce que tu produis, ou toi t'es en mode je Mais produis et je balance et je reviens pas dessus? Non, mais justement, moi, ma première lectrice, c'est ma copine, je crois souvent, parce que celle qui passe le plus de temps chez WAM, donc il va forcément le plus voir ce que je fais. Ma mère aussi. Et souvent, il y a des gens comme ça, ils me disent ouais, mais moi je suis pas éditeur, je suis pas. Mais je dis, mais en fait, arrête. C'est pas les éditeurs qui t'achètent. Les lecteurs, c'est pas des éditeurs, tu Bien vois, sûr. c'est pas des mecs qui ont lu 3000 mangas dans leur vie, hein, c'est des mecs qui lisent des mangas, hein, Mm. et potentiellement même des mecs qui vont découvrir ça. Et au contraire, même c'est super intéressant d'avoir l'avis de ma mère qui en lit jamais, parce que elle m'a fait me rendre compte de certains trucs, par exemple, dans le tome 1, quand je faisais lire, elle me dit, putain, j'ai du mal à comprendre quand même. Mm. Alors bien sûr, elle avait du mal à comprendre, parce que déjà, le sens de lecture japonais, machin et tout, plus en noir et blanc, plus truc, et donc elle est pas habituée. Mais en fait, ça m'a fait rendre compte qu'effectivement, ça manquait de lisibilité dans certains combats, et du coup, j'ai revu certains trucs. Donc non, c'est super important d'avoir des avis de Tout ces à fait. gens-là. Et eux, ils kiffent. En plus, il y a un peu le côté avant-première, ils y voient un peu, ils voient le truc un peu en avance et tout. Donc voilà. Ok, donc tu peux prendre des retours Ouais, sur. ouais, pour moi, c'est important. C'est important. Ok, trop bien. Faut pas rester tout seul avec ton œuf, ça c'est évident de toute façon. Ouais. Ça, c'est Tête dans le guidon. Ouais, voilà. Après, là, bon, je suis quand même bien lancé maintenant, on est sur le 4ème tome. Ça va un peu mieux, quoi. C'est quand même plus évident de. Voilà. Et ça m'amène, le fait que tu prennes des retours et tout, ça fait une transition facile vers ta relation avec l'éditeur. Ouais. Comment ça s'est fait? Est-ce que tu peux raconter un peu le dossier Angie Taxi et Oui, la ce relation que je avec t'ai dit tout à l'éditeur? l'heure là. Ouais, tout à fait. En gros, c'était à la base, j'avais envoyé ce dossier d'édition à plusieurs grosses maisons d'édition, des gros éditeurs. J'ai jamais eu de réponse. Et en fait, c'était quelques mois après, Passion DW qui s'y nous regarde, je l'embrasse, qui était appareil pour l'appareil manga et qui en fait a rencontré donc Igen Lee, qui est le dessinateur de Rendo, l'autre manga qui est pour l'instant publié chez Silenium Édition Création. Wow. Waouh, c'est ma maison d'édition quand même. Train à 6h. Et en fait, j'ai discuté avec lui pendant une demi-heure et il s'est rappelé que j'avais un truc et c'est comme ça que j'ai envoyé le dossier. Et du coup, c'est une maison d'édition plus petite, donc on est plus sur quelque chose de plus familial dans le fonctionnement. Et c'est une surtout- édition nouvelle aussi. ouais, c'est très neuf. Là, normalement, il y a d'autres mangas qui sortent cette année de chez eux. Hein. Mm, mm. Mais du coup, j'ai une liberté de création de quasi totale quoi, sur ce que je fais. Et ça, c'est cool. Du coup, pour moi, c'est un peu un petit labo. C'est peut-être avec une échelle plus petite que j'aurais pu le faire chez d'autres éditeurs, j'en sais rien. Non. Mais au moins, là, j'ai ma. Ouais, j'apprends aussi, encore une fois, d'une manière différente le métier. Et puis, j'ai ma liberté totale. C'est mon petit laboratoire d'expérimentation. Je kiffe ça, quoi. Et tu vois, genre, c'est rassurant que tu me dises ça parce que moi, forcément, pour préparer l'interview, j'ai fait mes recherches. Du coup, j'ai contacté ton éditeur, machin, tout ça. Et ils ont vraiment le même discours que toi. Ouais. Et genre, il y a vraiment ce côté autonomie qui revient ça. et tout. Et c'est peut-être, je sais pas, hein, mais est-ce que toi, tu aimerais que l'éditeur soit plus peut-être présent dans des retours, plus. Oui. Après, là, ça me pose pas de problème pour NJ Taxi, encore une fois. Je sais pas ce que je ferai après NJ Taxi, on n'est pas encore là. Mais c'est vrai que j'aimerais bien. Là, de toute façon, je te dis, je travaille aussi en tant que scénariste, donc peut-être que j'aurai l'occasion de voir ça aussi là-dessus. Ouais. Mais ouais, oui, ça c'est un truc qui est intéressant aussi quand même. Tu vois, par exemple, dans le Weekly Shonen Jump, il y a des grands éditeurs, tu vois. Attends, le mec qui a fait, je sais plus c'est qui, mais qui a en gros été éditeur de Chainsaw Man, Space Family, Dandadan, etc. Ouais, Si ça a marché, c'est aussi grâce à lui, tu C'est vois. que, ouais, c'est intéressant aussi, je pense. Ça peut être intéressant. Faut pas que ce soit toxique, faut pas que tu te retrouves juste à exécuter les ordres de quelqu'un et plus avoir Bien sûr. de choix. Mais je pense que ça peut être intéressant quand même d'avoir cet échange sur Mais autour, tu sais, c'est un peu comme un coach. Tu vois, t'as des coachs, ils C'est ont un peu plusieurs ça. athlètes sous leurs ailes. Et Ouais. bizarrement, tous ces athlètes-là, quoi. ils vont Ouais, assez c'est haut. ça quand même. Et Ouais. en France, je trouve, on a.
pas encore d'éditeurs qui ont marqué leur. Après, le manga français est très nouveau. Dans le manga, non. Dans le c'est- manga, non. c'est- Dans la BD, oui. Mais dans le manga, non. Dans le manga, non. Pas trop. Et pour l'instant. j'ai l'impression J'ai que. pas ce feeling. Après, peut-être pas. Après, je sais pas si chez Ankama, c'est la même personne qui a fait Radiant, Reaper et tout là. Bah, on sait, on connaît Elistorm qui a déjà été mentionné plusieurs fois dans ce podcast, mais je pense pas qu'elle gère tout toute seule. Ouais, c'est ça, ils chez sont Ankama plusieurs et dans la tout. partie édition, et aussi elle est arrivée, Radiant était déjà lancé, je Ouais. pense. Enfin, City Hall était déjà fini, donc donc Oui, il y a eu ouais. tout un truc. Mais de même, de manière générale, je me trompe peut-être, hein, j'en sais rien, mais dans le manga français, j'ai l'impression qu'il y a une relation éditeur-mangaka qui est beaucoup plus distante et beaucoup plus. Le mangaka est laissé beaucoup plus Ouais. libre que sur les clichés qu'on a du Japon, quoi. Ouais, mais après, ça, c'est une bonne chose aussi. Ça va avec Ouais, l'esprit tout à français. fait. Hein. Le français, ça se voit en ce moment. Il aime pas qu'on nous dise quoi faire et tout. Tu vois, il agit de son propre libre arbitre. Et du coup, ça, c'est cool, je trouve. Parce que ça rajoute, encore une fois, c'est ce qui nous permet aussi de nous différencier du Japon, Du peut-être, Japon. sur un aspect. Mais après, je pense que si, quand même, d'avoir une relation. Ça va peut-être aussi de certaines maisons d'édition, elles sont plus dans l'adaptation que dans la création à la base. Donc peut-être que c'est un lien aussi. Je sais pas. Et comme disait, quand tout à l'heure on a discuté, j'avais cité Isayama qui expliquait dans une interview que la différence entre France et Japon, c'est qu'au Japon c'était avant tout un business, le manga, alors Ouais. qu'en France c'était avant tout une œuvre. Ouais, c'est ça. Donc, Ça, je trouve ça bien aussi. Hein. Typiquement. Et ça explique peut-être Au aussi Japon, cette liberté. Au Japon, le métier de mangaka, c'est vraiment pas respecté, quoi, tu vois. Enfin, à moins d'être Eiichiro Oda, Ouais, c'est ça. c'est souvent un métier qui est mal vu, quoi. Tu dis, quand t'es gauche, je veux être mangaka, Ah ouais, tu penses? Non, j'exagère peut-être un peu, mais je crois que c'est un. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment pas En un fait, métier de je bien pense que tant que t'es pas publié dans un magazine très connu, genre un Shonen Ouais. Jump ou quoi, c'est difficile d'être tant que t'as pas eu de crédible. succès, quoi, surtout aussi. Ouais. Peut-être, ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, on a abordé plein de points. Oui. Moi, il me reste encore 3 points, les 3 points un peu classiques de Ok. l'interview que je voulais voir avec toi. Et le premier, c'est Barnabé. Mais oui. C'est quoi, toi, ton One Piece? C'est quoi, toi, ton objectif un peu final? Vers où tu vas? Je sais pas. Pas d'objectif final. Pas de finalité en soi. Justement, en fait, ouais, c'est ça, tiens. L'important, c'est le voyage, pas la destination. Tu m'as dit que t'es en train de regarder Samurai Champloo, c'est un peu le message de ça. Ouais, en fait, non, que ça continue, quoi. C'est ce que je t'ai dit. Moi, je vais faire des histoires courtes et en faire le plus possible. J'ai plein d'histoires à raconter. Donc, l'objectif serait d'en raconter le plus possible et le plus longtemps possible et que des gens aiment ça, Ok. globalement. T'as pas un truc de genre. J'insiste un peu, hein, mais est-ce que t'as pas quand même ce petit kiff de te dire, ok, un jour j'aurai un animé, un jour j'aurai tel prix, Ah un jour oui, j'aurai. ouais, un animé. Je dis pas que c'est une finalité en soi, Non, mais tu vois, c'est genre ce palier où tu te dis. voir ok, un animé, je suis c'est bien. cool. Voir un animé, c'est cool. Un objectif déjà de fonctionnement, j'aimerais bien être à la fois dessinateur et scénariste sur un projet et être juste scénariste sur un autre projet en parallèle. Ok. Donc plusieurs séries en même temps, ça c'est un truc que j'aimerais bien faire. Parce que je pense que j'ai les capacités de le faire. Et du coup, comme ça, j'ai plus de chances de raconter toutes les histoires que j'ai racontées encore une fois. Comme Issa, Issa, il fait ça, Issa Boone de l'épisode 10. Ouais, ben voilà, Voilà, exactement. on cite, exactement. Et ouais, donc ça pourrait être cool. Après, je sais pas, une finalité. Oui, après, il y a des petits paliers, mais bon, c'est que ça veut rien dire, des paliers de vente, quoi. Ce serait cool d'avoir Bien sûr. 100 000 tomes en cumulé un jour, tu vois. Incroyable. Ce serait cool, tu vois, j'en sais rien. Mais Le million. Le million, bah, le million, la daronne à l'abri quand même au bout d'un moment donné. Et oui, ouais, c'est ça, juste pouvoir en vivre, ça, ouais, non, je sais pas, non, ouais, être heureux, juste, ouais, un animé ça pourrait être cool. Moi, j'ai l'impression que cette discussion, il y a quand même un truc qui ressort, c'est avoir cette liberté de création. Tu vois. Ouais, c'est ça. Pour ça, moi je te dis, justement, je vis pas que de ça, je suis étudiant Exactement. et tout. Tu vas être graphiste. A priori, je me dirige là-dessus, donc bah, au pire du pire, mec, je ferai ça de ma vie et juste de mon côté en auto-édition, je compte raconter des histoires. Tant que je peux raconter des histoires et que ce soit celles que j'ai envie de raconter, c'est cool, tu vois. Bien sûr, si on peut faire 1 million de lecteurs par tome et que je sois ultra blindé, je dis pas non, hein, on va pas se le cacher. Déjà, ton webtoon qui a fait 10 000 lecteurs, c'est 10 pas 000 mal. lecteurs, Hein. c'était pas mal, ouais. Ouais, c'était à un moment donné, je pense que j'étais plus populaire sur internet aussi, donc c'était facile aussi de ramener des gens. Parce qu'on va pas se le cacher. Il y a toujours ce. On va pas se le cacher. Et d'ailleurs, ouais, enfin. D'ailleurs, je fais un petit aller-retour rapidement, mais tu vois, c'est marrant parce que, en fait, ce que tu crées, ça a finalement pas du tout de lien avec ta communauté, tu vois, je trouve. Comme tu avec disais, la en fait. communauté ou avec... Non, pas avec la communauté, avec l'univers que j'ai créé. Ouais, avec plutôt. l'univers Oui. que tu as créé. Mm. Genre, enfin, vraiment, c'est deux faces, je trouve, assez opposées. Parce que Bah quand je dis taxi, oui. c'est l'humour, c'est pas le point. Non, mais il y en a même pas en fait. Non, en fait, bah écoute, on n'est pas des personnages de manga, on est des vrais êtres humains. Tu vois, le personnage de manga, il est défini par un truc. T'as le rigolo, le fonceur, Ouais, c'est ça. et tout. Un être humain, il y a plein de facettes différentes. Il y a des moments donnés où j'ai envie d'être triste, des moments donnés où j'ai envie d'être content, des moments donnés où j'ai envie de rigoler, des moments donnés où j'ai envie de pleurer, des moments donnés où j'ai envie d'être sérieux, des moments donnés où j'ai envie de n'avoir rien à foutre de rien.
Des moments donnés où j'ai envie de boire du thé pendant 3 semaines, des moments donnés où j'ai envie de me bourrer la gueule, des moments donnés, tu vois, c'est tout, t'es un être humain, tu fais plein de trucs différents, quoi. Et je suis désolé, on revient encore à la bière, c'était pour la blague. C'était pour la blague, il y a peut-être un fil conducteur, tu vois, un fil rouge à cette émission. Et peut-être un problème d'alcoolisme aussi, les jeunes, faites-vous soigner, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'était une blague. Mais enfin non, pas ça, la bière, c'était le fait de reparler de la bière, c'était une blague, le fait de dire que l'abus d'alcool, ça c'est pas une blague, ça c'est pas une blague, ça c'est vrai ça. Pas cool sinon. Bah, waouh, l'influence, les jeunes. Oui, non, mais voilà, donc en gros, t'es. Clap de fin. Non, la blague à part, en gros, oui, je pense qu'on est plein de choses différentes et que j'aime bien être rigolo. D'ailleurs, je me suis rendu compte que. Tu veux pas être défini par ça. Non, c'est ça, en fait, je suis aussi très sérieux par moment. Même dans cette interview, ça s'est vu. Je pense qu'il y a des moments donnés où on essayait de faire des blagues, des moments donnés où on était plus sérieux, c'est tout, et ça change. Même en fait, je vais te dire, moi j'ai toujours pensé que j'avais un peu de répartie, et du coup, je pouvais être un peu marrant dans une discussion. Mais avant TikTok, je pensais pas être capable de pouvoir faire rire des gens en racontant des blagues, en écrivant des blagues. Tu vois. Okay. Du coup, c'était très cool. Mais non, moi j'ai toujours plus été quand même dans raconter des histoires. Et toutes mes histoires préférées, c'est des histoires pas forcément très fun. Je veux dire, Cowboy Bebop, c'est pas le top de l'éclate, tu vois, en termes de blagues, quoi. Il y a des moments un peu rigolos, mais c'est globalement très sérieux, très triste et tout. Mais donc je sais pas. C'est peut-être aussi un. Tu vois, dans ma vie, je fais beaucoup la fête. Je suis petit rigolo du groupe, Pompidou, on est là pour aller con ou quoi, la jeunesse, ça fait la bringue ce soir. Wow. Donc tout la télé, j'ai pas bégayé, on attention. Que c'est l'invité le plus jeune qu'on ait eu dans le podcast. Je suis déjà vieux, 23 piges cet été, putain. Du coup, peut-être quand j'écris des histoires, j'ai juste envie de rester sur un truc plus sérieux, quoi, tu vois. J'en sais rien, mais je pense que on peut exister dans tout, et puis même, je pense que même il y a des auteurs qui peuvent faire des histoires vraiment une comédie complètement beauf et débile et faire l'histoire la plus sérieuse et philosophique juste après, quoi. Complètement. Et Nino Ferré, il a écrit Le Sud, mais il chantait aussi Gaston, il y a le téléphone qui sonne, tu vois. Donc, au bout d'un moment donné, et Le Sud, c'est absolument magnifique comme chanson. J'ai pas du tout la référence, mais. Je dois lire. Non, Nino Ferré, c'est de la musique. Ok, attends pour moi. C'est un endroit qui ressemble à Louisiane. Bon, merde, c'est pas grave. Révisez vos classiques, la musique française. Gaston, je connaissais, mais. Gaston, c'est lui qui a fait Gaston aussi. Voilà. Ok, top. Wow. C'est bien quand il n'y a pas la rêve qui est commune là. C'est toujours ce petit moment de flottement en mode. Après, tu vois, moi je suis pas quelqu'un et gros reproche, mais je trouve que je manque de culture, tu vois. Faut pas dire ça. Manquer de culture, ça veut tout rien dire. Ouais. Pas de niveau de culture à avoir, pas de niveau de culture bien sûr. Surtout pour parler d'un sujet, ça qui m'énerve. Les gens qui disent non, mais attends, j'ai fait plus de trucs que toi donc je suis plus légitime à en parler. Non, vraiment pas. Vraiment, c'est pas parce que vous avez lu 2 mangas dans votre vie que vous êtes moins légitime à donner votre avis sur mon manga que quelqu'un qui en a lu des milliers. Genre, vous avez ressenti un truc en le lisant et vas-y, dites juste ce que t'as ressenti et c'est tout aussi intéressant, quoi. Au contraire, même les gens qui sont trop cultivés sur un truc vont peut-être en avoir un avis. Typiquement, Black Clover se prend de la haine parce que des mecs ont eu beaucoup d'expérience dans le shonen, mais tu vois, ça se trouve en fait, si t'avais pas lu de shonen avant Black Clover, ça aurait été absolument génial, tu vois. Je pense que ça dépend de certaines personnes. Et qui est-ce que vous êtes, bande d'enfoirés, pour dénigrer les avis de quelqu'un qui adore ce truc? Mais tant mieux pour lui, il kiffe sa vie, tu vois. Voilà. Laissez kiffer. Ouais, voilà, laissez les gens kiffer. Trop bien. Et du coup, on parle de Black Clover et ça aura peut-être rien à voir avec ça, mais une recommandation de lecture de. Ce sera pas Black Clover, non, ça va Black Clover. J'ai rien contre ce manga, ça peut être un film, ça peut être peu importe, mais un truc où tu te dis, ouais, ça faut le voir, faut le lire. Ok, un truc potentiellement un peu moins connu, pas trop mainstream. Alors, on a eu tout, on a eu vraiment tout ici. Si, tiens, d'actualité, Bungo Stray Dogs. Connu, mais pas assez, mais un peu bizarre. C'est la popularité un peu entre deux, ça fait partie des animés qui sont comme ça. Parce qu'il y avait eu la traîne d'Azai sur TikTok, machin, etc. Mais Bungo Stray Dogs, la saison 4 vient de se terminer, la saison 5 sort en juillet, on a de la chance, c'était prêt depuis longtemps et ça sort assez vite. Allez regarder ça. Typiquement, Bungo Stray Dogs, en plus, une de mes grosses inspirations à la base de NJ Taxi, parce que dans la saison 2, il y a une gare triangulaire et tout. Et pareil, beaucoup d'organisations qui agissent dans l'ombre et de trucs comme ça. Donc ça a été un peu une source d'inspiration là-dessus. Tu le pitcherais comment ? Bungo Stray Dogs, c'est une histoire d'une agence de détectives qui ont des super pouvoirs dans un monde où il y a un peu des super pouvoirs. Ils habitent à Okinawa ? Je sais pas, je connais. Je sais pas, je suis pas très fort. Une ville au Japon où il y a un grand port et tout. Je crois que c'est Okinawa, non ? C'est possible. Ou non, peut-être Osaka. Je suis pas très bon en géographie japonaise, excusez-moi. C'est vers Tokyo ? Je sais pas, je crois pas. et oui, donc voilà, et ils encaissent des trucs et notamment ils affrontent souvent la mafia portuaire qui aussi ont des pouvoirs et ils ont des pouvoirs avec des règles assez précises, etc. Et c'est très cool, très mature. Tous les personnages sont inspirés, c'est vrai qu'il y a quelques points communs en fait avec moi. Tous les personnages sont inspirés de poètes ou dramaturges ou littéraires et leur pouvoir, le nom des pouvoirs est lié à
Et en fait, une citation d'une de leurs œuvres aussi. Donc ça vous pousse aussi un petit peu à vous intéresser. Alors c'est beaucoup du coup d'écrivains japonais. Genre Osamu Dazai, en fait, c'est un philosophe à la base. Qui justement a dit un truc qui s'appelle Comment bien mourir ou je sais plus, et c'est pour ça que le personnage de Dazai Harakiri. non et c'est pour ça que le personnage, je sais plus exactement, mais voilà, c'est pour ça que le personnage de Dazai est suicidaire un peu. Ok. Et donc ouais, Bungo Stray Dogs, absolument génial. En plus c'est animé par le studio Bones, donc Mob Psycho, My Hero, tout ça. Donc ça envoie. Et ouais, la prod est très très lourde, les musiques sont géniales, l'ending de la saison 2 est un de mes préférés de tous les temps. Ouais, que dire de plus, allez voir ce manga, et les personnages sont maxi beaux gosses, voilà, que ce soit les mecs ou les meufs. Il s'est fait plaisir sur les designs, l'enfoiré. Je sais même pas si c'est un mec ou... je sais même pas si c'est un mec ou... Je connais même pas le nom du mangaka, tiens, j'ai que on le mettra. Merci à lui. Voilà, ici, Sakamoto Days encore, par contre, excusez-moi, mais Sakamoto Days, faut sauter dans le train, là. Ça commence à payer... Ça a été la meilleure vente, je crois, des nouveaux mangas en France l'année dernière, donc bon, je suis pas... Petite question, j'ai lu le premier, deuxième tome, je crois, de Sakamoto Days. Est-ce qu'on reste sur du gag, ou est-ce qu'il y a une... Non, ça devient plus sérieux. Le gag est toujours très présent, mais t'as un vrai. Là au début, t'as pas trop de fil rouge, tu vois. Exactement. Mais là, après qu'il y a la prime, qu'on comprend qu'il y a une prime sur la tête de Sakamoto, etc., ça va vraiment se lancer. Et oui, il y a un vrai fil rouge, il y a des moments très sérieux, mais en même temps, des moments toujours un peu rigolos, gag, et toujours très créatif dans les combats. Toujours très créatif et très stylé, ça envoie du lourd, les dessins sont très beaux. Le découpage est ultra efficace. Je pense qu'à l'heure actuelle, dans les mangas que je suis, il y a que Chainsaw Man qui arrive à sa cheville en termes de découpage. Okay. De mon point de vue en tout cas. T'as lu Yozakura Family ? Ouais, j'ai lu les 6 ou 7 premiers tomes. Ok, t'as accroché ? Parce que c'est un peu une vibe Sakamoto Days finalement. Oui, dans le sens qu'il y a des assassins, etc. Des assassins, beaucoup d'humour, des combats un peu créatifs de son temps. J'ai accroché, mais c'est... Apparemment, là, ce qui se passe en ce moment, c'est génial. Okay. C'est d'après ce que je sais, mais de mon point de vue, ça prenait beaucoup trop de temps pour pas raconter grand chose. C'est ça, là j'ai l'impression que je trop slice of life. Chapitre 40 ou 50 et le fil rouge on le cherche encore. Ouais, c'est ça. C'est un peu dommage. C'est dommage. Moi, ouais. Mais c'est marrant, c'est en rapport avec ce que j'écris en fait, t'as vu. Je disais que moi au début, direct, on balance le fil rouge, on y va, ouais, on s'en fout. Et en fait, là, du coup, j'aime pas les histoires où on prend un peu trop de temps. Okay. C'est marrant. Trop bien. Ben, on va arriver sur la toute dernière question. Pour conclure cette interview, cet échange même. Un échange plutôt. Un échange, oui. Un conseil pour les auditeurs. Ça peut être un conseil en tant que mangaka, ça peut être un conseil de vie, ça peut être un conseil sur quelle bière boire. On regarde le fil rouge. conseil de vie un peu, c'était la phrase que je disais, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, que je le disais du coup à la fin de chacun de mes streams, c'est prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Genre ça c'est important. Vous avez à avoir des amis qui vont prendre soin de vous, des proches, etc. Mais pensez un peu à vous-même par vous-même. Tu sais, il y a personne de mieux placé que toi pour savoir genre ce qu'il faut pour ta vie. Et du coup, prenez soin de vous, quoi. Genre, posez-vous la question de temps en temps de est-ce que là, comment je vis ma vie, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça va, quoi. Parce que parfois, je t'en rends pas compte, ça va pas. Hein. Moi, je suis anciennement, non pas du tout anciennement, je suis anxio-dépressif chronique. Mais bon, ça va beaucoup mieux maintenant et à chaque fois que ça revient, c'est chronique, ça revient, ça part très vite parce que je sais comment le gérer. Mais du coup, il y a eu une période où ça allait vraiment c'est dur. très très mal, ouais. Et j'ai mis du temps avant de me rendre compte, quoi, tu vois. C'est juste qu'un jour, en fait, j'ai dû me poser la question, en fait, mais mec, ça va ou pas ? Ben en fait, non, ça va pas. Et voilà, du coup, ouais, vraiment prenez soin de vous, c'est ça aussi, quoi. Entourez-vous des gens qui prennent soin de vous et tout, c'est super important. Mais pensez à vous-même pour vous-même et pensez à qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux et tout. Et d'ailleurs, si vous n'allez pas bien, n'hésitez pas à aller vous faire aider par un psy. Et si vous avez eu une mauvaise expérience avec un psy ou une psy, ce que je peux entendre, ne vous focalisez pas sur une mauvaise expérience, vous pourrez trouver quelqu'un pour vous accompagner, c'est important. Voilà, c'est tout. La santé mentale, c'est important, les gars. Okay. Pas que la santé physique. Voilà. C'était un beau mot de la fin. Beau mot de la fin. Voilà. Merci Barnabé. De rien. Merci et puis à la prochaine pour la sortie peut-être du tome 4. Tome 4, on l'espère avant cet été, on sait pas. Ok, trop bien. Allez. Salut.